Installe-toi correctement, nous voici partis pour 3 quarts d'heure, 1 heure, où on va parler réussite. J'ai un peu mieux préparé ce plan que le plan sur la vidéo sur la persévérance, que je t'invite à aller voir en premier, parce que pour réussir, il faut savoir persévérer. Donc cette vidéo est aussi importante que la précédente. Et dans cette vidéo, je vais en gros t'expliquer les points clés pour réussir. Parmi tout ce qui se dit, il y a des codes, il y a des schémas, il y a des cycles, ça revient, il y a des trucs qui reviennent. Et moi, je vais te faire une espèce de un gros résumé de ce qui se fait, de ce qui se dit, pour que tu aies tout condensé dans une seule vidéo. Un seul podcast. Ça dépend de quel moyen tu regardes cette vidéo, ou ce podcast. Mais tout de suite se pose une première question, c'est pourquoi je parlerais de réussite alors que même moi, je ne considère pas avoir réussi par rapport à mes objectifs, si tu veux. Genre j'ai ma liberté, je fais ce que je veux, j'ai pas de patron, donc déjà rien que ça c'est une réussite en soi. Mais mon côté professionnel, enfin mon business que je fais avec Canapé Rouge n'a pas réussi au point espéré. Donc pour moi je n'ai pas réussi. Et si je n'ai pas réussi, ou si je n'ai pas encore réussi, c'est parce que justement je suis bloqué sur un point majeur, un point qu'on verra, et que je te dirai, quand on le survolera, je te dirai, c'est là que moi je galère. Mais voilà, je galère sur un des points clés qui mènent à la réussite. Et du coup, je suis la belle exemple qui dit que si tu ne passes pas tous ces points clés, bah tu ne peux pas réussir. On commence. Donc, le schéma un peu de cette vidéo, c'est qu'on va d'abord parler de tout ce qui est état d'esprit. Enfin, on va survoler l'état d'esprit à avoir pour réussir. On va ensuite parler théoriquement de ce qu'est la réussite, suivi d'un côté pratique pour réussir. Donc là, les étapes propres à la réussite. On va avoir aussi des étapes, les trucs à voir en dehors de ta réussite, donc l'environnement qui t'entoure, parce que la réussite n'est pas focus que sur ton business, par exemple, il faut quand même que tu aies une hygiène de vie, etc. Donc ça, on le verra. Donc c'est ce qui entoure ta réussite. Et ensuite, on verra pour finir les mauvaises raisons de réussir ou les trucs qui ne te font pas réussir, bref, les côtés négatifs de tout ça. Et on fera une conclusion de manière complètement à la one again. On peut y aller. Alors, pour commencer, comme l'argent, il y a un tabou en France sur la réussite, parce qu'on nous apprend depuis tout petit pas à ne réussir ni à échouer, mais justement à refuser toutes sortes de réussites ou toutes sortes d'échecs, parce que on va pas te dire échouer c'est bien, parce qu'échouer c'est mal pour eux. On va plutôt te dire fais tout ce que tu peux pour réussir, et du coup ça va te mettre une espèce d'aura culpabilisatrice sur ce mot, sur cette action, sur cet état glorificateur, et on va te mettre du coup une phobie sur l'échec. Et justement c'est un procédé contre-productif, parce qu'on va, au lieu de te focus comme on le fait sur la réussite, on devrait focus plus sur l'échec, parce que la réussite est une succession d'échecs, ça je ne t'apprends rien, tu le sais sûrement déjà. Mais vu que nous on a un blocage déjà majeur sur l'échec, et vu qu'on ne nous aide pas à échouer, on nous dit que c'est mal d'échouer, on nous culpabilise là-dessus, bah à long terme on ne nous aide pas non plus à réussir, on nous castre, si tu veux, dès la naissance, dès la racine, on nous dit que ce qu'on fait c'est mal. Et déjà rien qu'à ce moment-là, si on te dit que échouer c'est pas une bonne idée, enfin c'est pas une bonne solution, c'est pas quelque chose qui est cool, bah tu ne pourras jamais réussir, parce que ceux qui réussissent sans échouer, je pense que c'est des génies, ou alors ça arrive une fois sur deux, ou alors c'est sur des trucs qui sont pas importants, du style je sais pas, tu vas les fêtes foraines là, l'espèce de machine avec la pince là pour choper une peluche, si tu réussis du premier coup, bon bah t'as eu un gros coup de chat, ou alors c'est parce que la peluche était adéquate, enfin dans une position adéquate pour que tu réussisses. Mais voilà, à part des petits trucs à la con comme ça, ou la pêche au canard, les grosses réussites importantes comme business, comme relation, comme hygiène de vie, bah ça prend du temps, ça prend des échecs, et ça prend de l'apprentissage sur ces 10 échecs justement. Donc il faut échouer. Et donc ça c'est le premier tabou, le tabou de la réussite et le tabou de l'argent, enfin comme le tabou de l'argent, le tabou de la réussite, parce qu'on ne nous aide pas à réussir, du coup les gens s'éloignent de cet aspect parce qu'ils ne le côtoient plus assez, on côtoie plus l'échec que la réussite, parce qu'on n'apprend pas à persévérer, suffisamment pour aller jusqu'à la réussite. Du coup, on est une sorte de population, une sorte d'état habitué à l'échec, même si on nous dit que c'est pas bien, mais vu qu'on nous dit que c'est mal, on est dans une société qui est dans un cycle d'échecs, tu vois. On est dans une société médiocre qui ne fait qu'échouer, et au lieu de se dire, bah, je continue dans cette direction parce que ça va réussir,
bah on ne prend pas de l'échec comme un apprentissage, et en plus on a tendance plutôt à fuir, à changer de truc, ou alors à tomber en dépression, en burn-out, bref à se morfondre, plutôt que de voir le grand plan derrière tout ça. Donc, gros tabou sur la réussite, gros tabou sur l'argent, gros tabou sur ce processus de réussite et sur l'échec. Ensuite, il y a la croyance qui dit je ne peux pas. Donc ça découle clairement du premier, vu qu'on a un tabou sur la réussite, bah on n'a pas l'habitude de réussir, et dès que on réussit, c'est quelque chose qui est tellement loin de notre réalité habituelle que ça en devient étrange, ça en devient méfiant, ça en devient dangereux, c'est louche, tu vois, on a réussi, c'est pas évident. Et là, du coup, c'est vraiment un gros travail dans ton inconscient, une grosse croyance qui dit je ne peux pas réussir, ou si je réussis, c'est que forcément il y a une embrouille, forcément il va y avoir une embrouille, et tout ça c'est un gros processus inconscient extrêmement puissant, parce que lorsque tu es persuadé qu'il va se passer quelque chose, où tu y mets de l'attention, de l'intention, tu mets de l'énergie, tu projettes des vibrations vers cette idée, tu construis cette idée en toi, bah ton inconscient il va créer une réalité liée à cette idée. Moi je vois un peu l'inconscient comme un stagiaire, si tu veux. Un stagiaire c'est un mec où tu vas lui dire fais ça, fais ça, fais ça, et il va tout faire pour faire exactement comme tu le souhaites la chose. Sauf qu'on a tous été stagiaires à un moment donné de notre vie, et il y a ce côté un peu frustrant où ton patron il te dit fais la tâche A, donc tu l'as fait, et juste après il va te dire fais la tâche B, mais la tâche B est en contradiction directe avec la tâche A. Et là, t'es dans un délire pas possible, tu dis putain, mais tu m'avais dit de faire ça, maintenant tu me demandes de faire ça, mais ça n'a rien à voir, ou alors je peux pas faire les choses en même temps, ou alors ça va annuler la première tâche, bref, un gros bordel comme ça. Et ce côté frustration, c'est un peu ce qui se passe avec l'inconscient, quand tu es en eau trouble, quand tu es pris le cul entre deux chaises, c'est que tu vas dire à ton inconscient, je veux réussir, je vais réussir, je vais réussir, mais d'un autre côté, tes actions, elles, se portent sur l'échec, se dirigent vers l'échec, ou inversement. Tu fais des actions qui vont t'amener vers la réussite, donc tu vas travailler, tu vas peut-être travailler sur toi, tu vas peut-être te remettre en question, etc. Mais tes pensées, elles vont être constamment négatives, constamment être focus sur la négativité. Donc ton inconscient, il se dit, bah attends, positif, négatif, on réussit, on échoue, je sais pas. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu un stagiaire, parce que tu vas lui dire, fais ça, et ton inconscient, il va tout faire pour te créer une réalité liée à l'idée que tu te fais. Par exemple. Je dis un stagiaire, mais ça marche très bien aussi avec un chien qui est ultra fidèle à son maître. Donc prends l'exemple que tu veux, soit un chien, soit un stagiaire. Si tu dis tout le temps « je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde », ton inconscient il va intégrer l'information, il va intégrer l'idée, et il va se dire, il a pas conscience du bien et du mal, du bien et du mauvais, il va juste se dire « ok, l'idée que tu me donnes, qui est « je suis qu'une merde », ok, je la prends et je vais tout faire dans ta vie, je crée une réalité pour que tu sois une merde. Parce que vu que c'est ce que tu me demandes, bah c'est ce que tu veux. Et moi, vu que je suis ton stagiaire, vu que je suis ton chien adoré, je vais créer toute ta réalité pour que tu sois content, pour que tu aies la réalité que tu veux. Et ça marche pareil du coup avec le positif. Si tu ne penses qu'à des trucs positifs, si tu entres dans un processus positif de réussite, de création, ton inconscient va se calibrer, va créer une réalité pour que tu sois content. Et c'est pour ça que je dis que t'es un stagiaire, enfin que ton inconscient c'est un stagiaire. Parce que le stagiaire, il veut absolument faire plaisir à son patron pour que son patron déjà, de un, arrête de lui casser les couilles, et de deux, peut-être lui propose un CDI ou lui donne des avantages, j'en sais rien, mais ou comme le chien veut que son maître soit content de lui pour pouvoir jouer, pour lui lancer la balle, pour recevoir des caresses. Le chien est ultra dévoué à son maître. Bah là, c'est un peu le même délire. Ton inconscient, il est extrêmement dévoué à ce que tu projettes et à ce que tu veux. Donc, si toutes tes pensées, toutes tes actions, toutes tes paroles vont dans un axe négatif, ton stagiaire intérieur, ton inconscient, va tout faire pour que tu sois content. Donc, pour te créer la réalité que tu demandes. Et ça marche aussi bien pour le positif que pour le négatif. Donc, quand tu as des croyances qui disent « je ne peux pas réussir », ou tu y crois fermement, ton inconscient va créer toute une réalité pour te faire plaisir. Il va faire en sorte que tu croises les mauvaises personnes, que tu sois au mauvais moment, il va t'envoyer peut-être des pensées négatives, il va te faire lever du mauvais pied, il va te faire renverser ta tasse de café sur ton t-shirt, bref, il va tout faire pour que tu te dises « putain, c'est vraiment de la merde ma vie, je ne peux pas réussir, parce que c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que mon stagiaire inconscient me donne. » Mais cette réalité, c'est toi qui l'as créée à la base.
C'est pour ça qu'on dit qu'avec la PNL, il y a vraiment un côté où je pense, donc je suis, enfin je veux, donc je peux. Il y a vraiment un côté où c'est reprogrammer ses pensées. Moi, je l'ai pas trop fait la PNL, je sais, parce qu'il y a une grosse ampleur, et en général, quand il y a une masse, enfin quand il y a une foule de quelque chose, j'ai tendance à prendre du recul sur cette masse, sur cette foule, sur ce gros mouvement, parce que quand il y a une masse qui s'intéresse d'un même mouvement, enfin, quand une masse entière s'intéresse à un même point, bah, l'opinion publique est un peu bridée par l'effervescence, par l'élan de la masse. Donc j'essaie de prendre du recul et m'y intéresser plus tard. Donc là, ça va faire longtemps que les gens s'y intéressent. Moi, je vais commencer à m'y intéresser maintenant. Attends, j'ai une petite notification chelou. Donc, c'est bon. Donc je vais commencer à m'y intéresser parce que j'ai plein de potes qui me poussent dans cette direction. Donc voilà, donc ça c'est un peu la PNL. Construire des croyances négatives ou positives, ça va créer une réalité négative ou positive. Et une dernière phase d'état d'esprit à avoir pour le processus de réussite, c'est de comprendre que rien n'est stable. Et on a tout le temps de changer de direction. Par exemple, moi j'étais ébéniste avant, ensuite j'ai posé des cuisines sur Ikea, enfin pour Ikea. Entre temps j'ai été au chômage, ensuite j'ai créé une boîte avec Gaël, pour ceux qui s'en souviennent, qui traitait des relations hommes-femmes, ensuite on a bifurqué sur un truc plus dev perso, un peu fouillis. Maintenant je suis solo en train de faire ça, là j'ai monté une chaîne secondaire sur la pornographie, j'ai un autre projet en tête qui va complètement s'éloigner de tout ce que je fais avec Canapé Rouge. Le Canapé Rouge on entre sur la fin, j'ai l'impression, de l'ère de Canapé Rouge, on va dire, parce que c'est comme tout projet, quand tu persistes sur un projet mais que ça ne marche toujours pas, lorsque tu avais toutes tes cartes, bah c'est que le projet n'est pas forcément viable et qu'il faut commencer à changer de choses. Donc je suis en train de réfléchir à voir ce qui va se passer derrière Canapé Rouge. Mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais tout ça pour dire que rien n'est stable, donc tout est une sorte de mouvement. Donc lorsque tu t'enfermes dans une idée, lorsque tu t'enfermes dans une réalité, bah, il faut prendre conscience que c'est toi tout seul qui t'enferme là-dedans, que tu peux changer, que tu peux aller au-delà et que tu peux surtout être en mouvement et créer autre chose. Et une dernière chose, c'était quoi? C'est on a le temps de changer de direction. Ça, il y a toujours un peu cette excuse de oui, maintenant je suis vieux, oui, mais maintenant j'ai ça, maintenant j'ai ça, etc. Ou j'ai pas le temps, ou j'ai etc. Et en fait, non, plus j'avance et plus je me rends compte que, c'est vraiment sociétal. Genre on te dit ouais. À 20 ans, faut aller trouver un travail. À 30 ans, faut avoir ton CDI, avoir une bonne situation pour pouvoir te marier. Pour qu'à 35 maximum, t'aies tes enfants. Et ensuite, bah, éduquer tes enfants jusqu'à ta retraite à 65 ans et ensuite crever, quoi. C'est le petit schéma classique qu'on te donne, quoi, qu'on te propose. Et c'est à toi de voir si tu veux le respecter ou pas. Et moi, plus je lis là, plus je me rends compte que je suis vachement endoctriné là-dedans. Parce que lorsque je pense à mon futur, mais je pense pas à moi, mais je pense à mes gosses, etc. Et que quand je me dis, bah là, j'ai 26 ans, bientôt 30 et j'ai toujours pas une situation stable, bah ça me fait un peu flipper de temps en temps, tu vois. C'est normal, c'est de la peur, c'est du doute, tout ça c'est l'ego tout ça c'est le doute et la peur qui prennent ces informations pour te faire skisser, pour te faire retourner sur un petit chemin de mouton. Donc il faut être assez solide quand même dans ce processus de réussite, enfin si t'es en entrepreneur, parce que t'as un aspect de la solitude quand même vachement important. Mais ce qui est cool, c'est que comme je le disais juste avant, il n'est jamais temps. Enfin, il est toujours temps de changer, justement. Donc là, comme je t'ai dit, Canapé Rouge, j'ai fait ça il y a 3 ans. Là, je vais peut-être faire autre chose. Peut-être que dans 2 ans, je ferai quelque chose qui aura rien à voir. Et c'est cool. Tant que t'es OK avec toi-même, c'est chouette. Donc, ça ouvre plein de portes, cette réalité. Parce que tu ne t'enfermes pas dans un CDD ou un CDI en mode, ouais, mais j'ai 28 ans maintenant, je vais pas changer de taf maintenant parce que, il est tard, il faut que je trouve une petite nana, faut que je trouve un CDI, faut que je trouve une situation, tu vois. Non. Si t'as envie de faire un truc, tu peux le faire. La vie, elle est beaucoup moins... Parce que nous, on a une image très chronologique de la vie, dans le sens où t'as l'enfance, t'as l'adolescence, t'as l'âge adulte avec le travail, avec le CDI, la nana, etc. Puis t'as l'éducation de tes gosses et ensuite tu vieillis. Mais ça, c'est nous qui chronologiquons cette vie comme ça. C'est la société qui nous impose un plan de vie comme ça. Parce que quelqu'un qui a 40 balais, qui a pas d'enfant, pas de femme, c'est mal vu, tu vois. Et puis même moi, à 40 ans, j'aimerais bien avoir une nana et une femme... pas pour l'aspect sociétal, mais plus pour l'aspect pour moi. J'ai envie de construire des choses j'ai envie de construire un foyer, tu vois. Donc ça, c'est autre chose. Après, tu vois, mon envie de construire un foyer, c'est peut-être aussi lié à cette société. Alors que la vie dans son ensemble, la vie générale, mais il y a pas d'ordre, en fait. Il y a pas de schéma, il y a pas de cycle, justement, tout est un cycle, mais il y a pas de schéma. Genre, c'est pas, non, la vie, elle est longue, c'est une longue route, et c'est nous qui arrivons sur un segment de cette route, et qui nous disons, ok, de ce point A à ce point B, donc ma naissance et ma mort, je dois faire ça, ça et ça. Sinon, je n'aurais pas réussi ma vie.
Bon, là, on part dans des délires un peu philosophico-spirituels, mais t'as compris. Il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas vraiment de loi. C'est la société qui t'impose ça, mais tu peux t'en soustraire. Et ça, c'est important de se dire, de savoir ça, parce que beaucoup de gens se bloquent dans leur processus de réussite, parce que leur processus de réussite implique je sais pas, une reconversion professionnelle ou un changement de cadre de vie, et ils se disent non, c'est trop tard, ma vie est finie. Et ce qu'ils se disent pas, c'est que là, ils sont dans un mal-être, ils ont envie de changer pour pouvoir réussir tel ou tel plan de leur vie, mais ils se disent je ne peux pas parce que c'est trop tard. Mais ce qu'ils ne se disent pas, c'est qu'il me reste encore 40 ans à tirer, et est-ce que j'ai envie de tirer 40 ans dans ce mal-être? Peut-être 30, parce que si tu tires pendant déjà 30 ans dans un mal-être, il y a moyen que tu crèves de maladie parce que ton corps rejette le mal-être intérieur de ton esprit. Donc voilà, faut y réfléchir à ça. Ok. Passons maintenant à la partie théorique de la réussite. Là, on a fait tout ce qui est un peu état d'esprit à avoir, enfin toutes les barrières, etc. Donc, pour réussir, déjà la première étape, tu t'en doutes, c'est de définir qu'est-ce que la réussite. Qu'est-ce que la réussite? C'est dur, hein, c'est dur, c'est une question compliquée. Je t'invite à mettre dans les commentaires ta définition de la réussite, parce que à l'écrit, on est plus posé qu'à l'oral. Genre, c'est plus simple de poser nos idées à l'écrit qu'à l'oral, parce qu'on a plus de chances de construire, de voir d'un point de vue extérieur, vu qu'on a libéré notre idée, de pouvoir voir qu'est-ce qu'on appelle la réussite. Et du coup, avec ce nouveau point de vue extérieur, on peut se dire, ah bah non, en fait, c'est pas totalement ça, il y a une petite nuance à faire, peut-être un mot à enlever, et du coup, tu peux effacer, recréer, etc., et du coup, réaffiner ta vision de la réussite. Moi, je vais te le faire à l'oral. Ma vision de la réussite, c'est avant tout la liberté. Donc là, je suis libre, hein, je suis pas en tôle ou quoi, mais la liberté sur pratiquement tous les plans. Je dis pratiquement parce qu'il y a quand même cet aspect de quand tu mets une réussite trop haute, tu es constamment dans la recherche de réussite et du coup tu t'éloignes du bonheur parce que le bonheur est dans le moment présent. Et la réussite est quand même vachement liée au bonheur, donc il faut quand même avoir ce que j'appelle, on va dire, une réussite phare. Donc ça c'est la direction dans laquelle tu vas, c'est ton but, et des petites réussites friandises qui te permettent de rester dans un état de bonheur stable, on va dire. Parce que si tu mets une seule réussite à long terme, mais entre-temps, bah, t'es pas dans la réussite, donc pas dans le bonheur, techniquement, tu vois. Parce que, voilà. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que la réussite? La liberté, je t'ai dit. Donc moi, t'as plusieurs types de liberté, dans cette grande liberté. T'as clairement déjà la liberté en termes de mode de vie. Par exemple, si j'étais salarié, avec un patron qui me donnait des ordres, avec un maître, mais je pourrais pas faire tout ce que je veux, je pourrais pas faire ce que je voudrais tous les jours. Je serais obligé de faire ce qu'on me dira de faire. Et c'est pour ça qu'on appelle le salariat de l'esclavage moderne, parce que justement c'est ça, hein, c'est qu'est-ce qu'on appelle de l'esclavage, c'est quelqu'un qui te donne un ordre et tu le fais sans poser de questions, quoi. Avant t'avais des fouets pour te faire obéir, maintenant t'as fais ça ou t'es viré, fais ça ou t'as pas de salaire, ou je baisse ton salaire, bref, ou je te donne un travail encore pire qui va te niquer ton temps libre le week-end, etc. Bref, t'as plein de leviers psychologiques maintenant en entreprise, mais ça reste de l'esclavagisme moderne, quoi. Donc, la réussite de mon mode de vie, là, tu vois, si on prend un point de vue, si on prend du recul, si on prend un point de vue objectif, je suis dans une situation de galère, parce que j'ai pas beaucoup de thunes, etc., parce que je peux faire tout ce que je veux. Genre là, si tu me dis, vas-y, viens, on part à la mer ce week-end, ouais, il faut payer, à moins de faire du camping sauvage, mais il faut payer peut-être un endroit pour dormir, il faut manger, plus quand tu pars en vacances comme ça, tu manges toujours un peu plus au resto, etc. Bref, tu fais des petites folies. Et moi, il faut que je fasse gaffe un peu à mes finances en ce moment, parce que je n'ai pas encore assez réussi comme je le voudrais. Et tu vois, ce côté galère, entre guillemets, t'as plein de gens qui seraient pas prêts à le prendre, tu vois. Ils préféraient avoir leur petit CDI ou leur petit CDD, bref, avoir leur patron, mais à la fin, avoir leurs 1500 balles par mois. Parce qu'au moins ils seront à l'aise avec l'argent, tu vois. Mais vu que moi l'argent, c'est pas trop, je dis pas trop parce que la société quand même a de l'influence sur moi, hein. Je suis pas exilé de cette société, donc j'ai quand même le poids qui est sur moi. Donc n'a pas autant d'importance, on va dire, que la majorité des gens, où je m'en branle un peu d'avoir 10 000 euros, 2 000 euros, 500 euros. Moi, mon objectif de vie, ce serait d'avoir 10 000 euros par mois, mais c'est pas vraiment pour moi. Je vais venir après.
enfin non, je vais bien maintenant, c'est plus pour mes gosses, parce que moi je voulais faire des écoles d'art quand j'étais petit, et les parents ils me disaient ouais non, etc. En gros, tu sais, si tu veux, ils brodaient, tu vois. Ils disaient ouais non, est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Est-ce que c'est pas juste passager? Est-ce que c'est pas, enfin le marché est dur là-bas dans les métiers artistiques, tu vas avoir du mal à trouver du travail, etc. Et en gros, ils me décourageaient comme ça, et moi je me suis dit au début c'était fils de pute, tu vois. Et j'ai compris récemment, quand j'ai voulu re-rentrer dans une école d'art il y a l'an dernier, je me suis rendu compte en fait des prix des écoles d'art, genre 6 000 € l'année, 8 000 € l'année, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait mes parents n'avaient pas la thune pour me payer ces écoles, et que il y avait un petit côté où ils ont pas voulu assumer devant moi, qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que ça voudrait dire qu'ils étaient faibles ou vulnérables, etc. quoi. Et moi c'est plus pour mes gosses que je veux toucher beaucoup d'argent, c'est pas vraiment pour moi je m'en branle. Si ça tenait qu'à moi, tu vois, je serais en train de vadrouiller tout le temps, en train de faire mes trucs, mais l'argent c'est vraiment pas un problème quoi. Mais vu que je suis un traditionnaliste et vu que je veux un foyer, j'estime que c'est mon rôle d'homme de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, tu vois, pour les protéger, pour leur offrir un bon cadre de vie, une bonne éducation, pour faire plaisir à ma gonzesse si on veut aller au resto, si on veut aller en vacances ensemble, etc. Bon, maintenant t'as beaucoup de filles qui s'indépendantisent de leur mari, qui gagnent beaucoup d'argent, mais j'ai pas non plus envie d'être un boulet qui se fait nourrir par sa gonzesse, tu vois. Normal, normal. Et c'est aussi pour ça que les meufs, elles veulent s'indépendantiser, elles veulent pas être dépendantes des mecs. Mais du coup, tu vois, t'as un équilibre. Donc voilà, je veux une liberté de mode de vie, une liberté financière, une liberté géographique, un taf, même si t'es bien dans ton taf, mais t'es quand même dans ta structure, dans ta boîte, donc tu dois rester ici. Moi, ce que j'aime bien avec Canapé Rouge, c'est que je peux travailler d'où je veux. Si je veux demain partir au Népal, je partirai au Népal pour travailler là-bas. J'ai vraiment aucune restriction à ce niveau-là. T'as aussi une liberté sexuelle, dans le sens où on a tendance à nous apprendre que l'éjaculation masculine est liée à l'orgasme, enfin l'inverse, que l'orgasme est lié à l'éjaculation masculine pour un homme, et que le seul moyen d'avoir des orgasmes pour un mec, c'est donc d'éjaculer, et donc d'avoir une partenaire sexuelle. Ce qui est vrai. Donc moi j'aimerais bien avoir la liberté sexuelle, donc c'est-à-dire contrôler mon plaisir sexuel indépendamment des filles, mais aussi avoir du coup une fille pour, une copine pour avoir un espèce d'échange sexuel quoi. Et ensuite la liberté émotionnelle pour pas être dépendant de mes émotions, pour pas avoir ce genre de pensées limitantes qui sont plus émotionnelles que intellectuelles. Bref, pour être libre dans une globalité. Donc pour moi la réussite c'est la liberté. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, la réussite financière. Pour d'autres, pour certains, ça va s'arrêter juste à ça. Genre, ils vont se dire, je suis millionnaire, donc j'ai réussi. Parce que pareil, ça c'est encore une image que la société nous donne. C'est un code. Genre avec, c'est les rappeurs, c'est les acteurs, c'est les chanteurs. Bref, c'est toutes les stars, les étoiles montantes, tu vois, toutes les étoiles qui brillent, qui nous disent, j'ai des voitures, j'ai des nanas, j'ai du pognon, donc j'ai réussi. Parce que c'est une ligne de puissance, etc. Un autre débat. Donc voilà, qu'est-ce que ta réussite? Ça c'est très important, c'est d'ailleurs la première étape. Si tu veux réussir, ça faut savoir où tu vas, parce qu'il faut que tu aies un but pour pouvoir marcher. Tu peux marcher, tu vois, et trouver ton but en cours de route. Mais l'idéal, c'est quand même de trouver ton pourquoi, ton sens, ton objectif, ton but, savoir où tu vas. Après, t'as plein de gens donc qui réussissent, comme je t'ai dit, sur la route, c'est très bien aussi, mais la différence, c'est qu'eux, ils sont déjà en mouvement. Ils sont déjà en train d'essayer de créer. Ils sont dans une démarche passive, on va dire. Enfin non, c'est pas ça. Ils sont dans une démarche active parce qu'ils sont en mouvement. Et c'est dans cette démarche qu'ils trouvent leur pourquoi. Mais t'as plein de gens qui vont pas se lancer tant qu'ils n'ont pas leur pourquoi. Et en fait, le gros sens caché de la réussite, si tu regardes bien, si tu prends du recul, c'est assez comment dire, on peut généraliser cette loi. Réussir, c'est être authentique. Réussir, c'est se trouver. Parce que tu sais, comme je t'ai dit, on a tous notre vision de la réussite. Pour moi, c'est la liberté. J'ai un profond désir de liberté. Dès que je pense à retourner au salariat, retourner chez mes parents, j'ai l'impression d'être enchaîné, j'ai l'impression de suffoquer, d'être submergé, et du coup je me dis non, en fait ça c'est vraiment le pire que je pourrais avoir. Donc moi ce que je veux, c'est vraiment être libre, c'est vraiment être indépendant, c'est vraiment
avoir de compte à rendre à personne, c'est vraiment de faire ce que j'ai envie de faire. Et d'aimer ce que je fais, surtout. Donc c'est d'être authentique, c'est se trouver. Et quand tu as des gens qui, pour eux, leur réussite, c'est l'argent, ou la réussite sexuelle, ou le pouvoir, ou avoir de l'influence sur les autres pour pouvoir ensuite les aider, mais il y a toujours quelque chose dans cette réussite. Bon, parfois ils peuvent être perdus, hein. Comme je t'ai dit, la réussite de l'argent, c'est pas forcément une réussite qui est noble, ou qui est authentique, mais pour certains, ça va l'être. Tu vois, pour certains, ça va être, l'argent va vraiment être synonyme de pouvoir, de puissance. Pour certains, ça va vraiment être quelque chose de grisant pour eux, l'argent, en dehors des influences extérieures de la société. Donc, quand tu trouves ta réussite, bah, tu te trouves un peu toi-même, hein, parce que tu sais ce que profondément tu veux dans la vie. Donc moi, la réussite financière, la réussite émotionnelle, etc., c'est bien, tu vois. Mais ce que je veux vraiment, c'est être libre. Tu vois où je veux en venir? Réussir, c'est être authentique, c'est se trouver. Donc trouver ta réussite, c'est un peu se trouver soi-même. Attends, je vais en boire des verres d'eau parce qu'il fait 35 degrés. Je viens de me lever, donc j'ai la gorge un peu sèche. Je ne fais que parler. Faut bien que je fasse gaffe à la caméra parce que ça va toutes les 30 minutes. Et dans ton processus de réussite, une fois que tu auras compris ce que tu veux, une fois que tu auras compris quelle est ta vision de la réussite et pourquoi c'est important, tu vas pouvoir la mettre déjà en pratique avant même de passer à l'action. Avec la visualisation. Oula, putain, j'arrive jamais à dire ce mot du premier coup. Avec la visualisation. La visualisation, on va dire la visu, hein, pour faire un raccourci. Donc la visu, c'est quoi? C'est en gros projeter ton conscient, donc ton image mentale, te projeter dans l'avenir, mais pas juste y réfléchir, mais aussi ressentir les émotions et les sensations comme si tu étais. Par exemple, si tu fais une compétition sportive. Parce que ce qui est bien avec la visu, c'est que tu peux le faire autant sur des grands objectifs, mais aussi sur des objectifs très court terme, ou aussi comme voir ta journée du lendemain. Tu vois. Moi, c'est ce que c'est comment il s'appelle l'autre là? Alexandre Cormon, j'avais interviewé, et lui apparemment tous les soirs, il visualise sa journée du lendemain pour savoir exactement ce qu'il va faire et pour faire de la manière dont il veut le faire. Donc je retourne à mon exemple. Si tu veux réussir une compétition sportive, bah ta visu, ça va se passer comme ça. Tu vas fermer les yeux, tu vas imaginer, je sais pas si c'est de la boxe par exemple, tu vas imaginer boxer avec le gars, et tu vas surtout imaginer la fin où ton dernier crochet va le mettre KO. Donc tu vas essayer de ressentir la sueur, la transpiration, ton souffle qui est accéléré parce que tu es en effort physique assez brutal. Tu vas peut-être imaginer de la fraîcheur qui coule d'une arcade parce que tu t'es fait exploser l'arcade. Tu vas peut-être essayer de ressentir ta langue qui est fraîche, tes yeux qui vrillent un petit peu parce que tu commences à fatiguer, tes muscles qui sont durcis, ton rythme cardiaque qui est accéléré comme j'ai dit, et du coup tu vas visualiser ton poing, donc peut-être la sensation de ton poing qui s'écrase sur la mâchoire de l'autre, tu vas visualiser le mec qui va tomber par terre, le bruit que ça va faire quand son corps touchera le sol, la foule en délire qui va se lever d'un bond, qui va t'applaudir, qui va scander ton nom, donc tu vas entendre tous ces bruits, et tu vas ressentir cette puissance d'avoir gagné, d'avoir mis ton adversaire à terre. Cette puissance, tu vas peut-être lever les bras, tu vas peut-être avoir le sourire aux lèvres, tu vas peut-être crier « Oui, yeah !» J'en sais rien ce que tu vas faire, mais du coup, enfin, tu vois, je me suis déjà imaginé et j'ai déjà le sourire aux lèvres parce que j'ai ressenti l'émotion de joie de réussir ça. Parce que moi, j'ai déjà fait de la boxe, donc je sais ce que ça fait de remporter une compétition, et c'est grisant, tu vois. Donc tu vois, la visualisation, c'est ce que je viens de faire en direct avec toi, c'est vraiment de ressentir les émotions qui vont te faire, enfin qui vont te, que les mots, enfin merde, je suis complètement perdu là. C'est de ressentir tes émotions que l'action que tu veux obtenir va te procurer, que la réussite que tu veux obtenir va te procurer. Et cette visu, elle va aussi marcher dans les moments négatifs. Par exemple, si tu t'es fait larguer, qu'est-ce que tu vas faire en général? Tu vas te repasser le film encore. Tu vas peut-être penser à ce que tu aurais pu faire, à ce que tu aurais pu dire. Tu vas penser à des scènes antérieures où tu vas te dire putain mais il s'est passé ça, je comprends pas pourquoi maintenant elle me quitte.
Tu vois, tu vas rentrer dans un processus négatif où tu vas ressentir des émotions négatives. Peut-être de la peur, peut-être du doute, peut-être de la colère, peut-être de la frustration, peut-être de la tristesse. Tu vas ressentir toutes ces émotions. Et tout à l'heure, je te parlais de ton petit stagiaire ou de ton petit chien qui est fidèle, qui est loyal et qui fait tout pour créer ta réalité. Et ce qui est encore plus puissant, putain, c'était vraiment pas le moment de couper la caméra, quoi. C'était un truc intéressant ce que je vais dire. Voilà. Donc je disais, quand tu penses à une réalité, à une idée, bah ton inconscient, ton petit chien, ton petit stagiaire, il va créer cette réalité via ses idées. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que les émotions impactent plus grandement ta réalité, donc ton inconscient, que tes pensées. Donc ce qui veut dire que lorsque tu as pensé je ne suis qu'une merde, je ne suis qu'une merde, je ne suis qu'une merde, ton stagiaire va recevoir l'info et il va dire ok, elle est à 40% d'intensité parce qu'elle est récurrente, tu vois. Du coup, je vais commencer à créer de la merde et là boum, pendant que tu es en train de penser ça, tu visualises quelque chose ou alors tu vis quelque chose réel, genre je sais pas, tu dis je suis qu'une merde, je suis qu'une merde, je suis qu'une merde, t'es au bowling, tu lances ta boule en mode putain, je suis qu'une merde. Donc là, ton inconscient, il va se dire, ok, 40% d'intensité, il est qu'une merde, bon bah je vais essayer de lui créer une réalité adéquate. Et là, boum, ton strike arrive. Ta boule de bowling que tu as lancée pensant que tu n'étais qu'une merde, te fait un strike. Tu vois l'information arrive, explosion de bonheur, explosion de joie, putain, je suis en fait ultra puissant. Et là, tu as une émotion de joie tellement forte, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle est sincère, qui va monter donc vers ton inconscient. Et là, ton inconscient, il va dire, oh putain, je suis puissant, 60% d'intensité. Donc bien plus que les 40% de tes pensées. Et là, ton inconscient, ton petit stagiaire, il va se dire, ah non, en fait, c'est pas une merde, c'est un mec puissant. Du coup, je vais créer une réalité où le mec est puissant. Tu vois ce que je veux dire? Visualiser, ça t'aide à ça. Ça t'aide à créer des émotions authentiques, ou du moins similaires à de l'authenticité, pour pouvoir impacter ton inconscient. Parce que ton conscient, lui, il sait si c'est de la réalité ou si c'est de l'imagination. Parce que la visu, c'est de l'imagination au final, tu vois. L'imagination poussée, mais c'est de l'imagination. Mais ton inconscient, lui, il sait pas. Il reçoit juste des informations, mais il se dit pas, bon bah ça c'est l'imaginaire, et ça c'est la réalité. Lui, il reçoit juste de l'information. Que ce soit par la pensée, par la parole, par l'émotion. Et il traite cette information pour te créer une réalité. Donc si tu penses je ne suis qu'une merde, il va traiter cette réalité. Si tu dis constamment je ne suis qu'une merde, il va traiter cette réalité. Et si tu ressens des émotions négatives ou positives, il va traiter cette réalité. Et je donne un autre exemple pour t'expliquer à quel point c'est puissant l'inconscient. Ouais, j'ai un peu dévié, mais c'est important. Un jour, j'allais en soirée et j'avais vraiment pas envie d'y aller. J'étais vraiment pas déprimé, mais absent. Tu vois, j'avais pas envie d'y aller. Mais j'y suis allé parce que j'avais un pote que j'avais pas vu depuis longtemps qui y était. Et il y avait une meuf avec qui je draguais qui était aussi, mais j'avais pas envie de la voir non plus parce que j'étais dans un état très négatif, tu vois. Et je me suis dit, on va essayer de hacker notre inconscient, donc mon inconscient, et je vais me forcer à sourire comme ça là. Et comme ça, je suis resté comme ça là pendant au moins 20 minutes, tu vois, alors que j'étais complètement détruit dans ma tête. Et comme je t'ai dit, ton inconscient, il fait pas gaffe si c'est la réalité ou si c'est de l'imaginaire. Merci, tu l'as dit. Et lorsque tu souris, il y a une réaction, je sais pas exactement comment ça marche, faudrait que tu te renseignes. Enfin, j'aurais pu me renseigner mais ça aurait pris 8 heures encore. Mais je vais te faire très simple. Lorsque tu souris, ça va envoyer de l'information à ton cerveau, qui va créer de la sérotonine, si je me trompe pas, qui est l'hormone, la dopamine, ou, bref, ça va créer une hormone qui va créer du plaisir, en gros. Parce que sourire, en général, on le fait quand il y a quelque chose de plaisant. Mais ton inconscient, il fait pas gaffe, encore une fois, si c'est réel ou pas. Donc, le fait que je me sois forcé à sourire, ça a envoyé des ondes à mon cerveau, enfin des informations à mon cerveau, qui a traité ça comme quelque chose de positif, et inconsciemment, mon état d'esprit a changé, et j'ai commencé à vraiment ressentir de la joie. Et là, t'entres dans un cercle vicieux où en plus la joie, qui est une émotion, envoie tout ça à ton inconscient, donc traite encore plus d'informations positives, et là, boum, c'était bon, et j'ai passé une très bonne soirée parce que j'avais hacké mon inconscient. Juste en mimant une réussite, tu vois. Et là, on en vient donc à un sous-point que je n'avais pas du tout traité, c'est que mimer la réussite, c'est aussi un bon moyen de réussir, parce que ça va envoyer à ton inconscient un écho similaire à ce que tu veux vraiment.
mais on y retourne en fait finalement à la visualisation, où lorsque tu visualises ta réussite, tu ressens les émotions de ta réussite, bah tu vas être plus enclin à réussir. Voilà, c'est pour ça que c'est important la visu. Visu que je ne pratique pas assez. Et ensuite, tu as 3 clés pour réussir, donc qui sont un peu le récap de tout ce que je viens de te dire. Donc la première clé, c'est l'ambition ou la vision, appelle ça comme tu veux. Donc c'est pouvoir voir où tu vas. Mais j'ai mis ambition et vision, parce que la vision pour pouvoir voir où tu vas, mais aussi ambition pour pouvoir voir plus loin que ce que tu voudrais de manière pas ouf, de manière un peu timide, tu vois. Alors on a tendance à se dire, je prends un exemple très plat et très pragmatique, je veux un petit CDI à 2000 balles par mois, ça serait bien, tu vois. Non, moi je veux une liberté financière, mais tu vois, j'aurais pu m'arrêter à 5000 euros par mois. 5000 euros par mois, c'est quand même déjà très respectable. Mais non, moi je te dis, je veux 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, je suis sûr de pouvoir faire tout ce que je veux, et je suis pas riche avec 10 000 euros par mois, loin de là, mais je n'aurais vraiment plus aucune pensée liée à l'argent, dans le sens en mode je vais payer ce resto, je vais être un peu just ce mois-ci. Non, là je serais tellement loin que j'aurais même plus d'émotions négatives, de préoccupations liées à l'argent. Et après, en plus dans la vie, tu sais pas, hein, t'as besoin de partir je ne sais où en dernière minute, le billet coûte 2000 euros, bah voilà, tu les as. T'as une opération qui coûte cher, bah voilà, tu les as. Bref, 10 000 euros pour moi, c'est vraiment le top. Ensuite, la deuxième, c'est discipliner. Oula, putain. La deuxième clé. Attends, on est encore loin de la fin en plus. La deuxième clé, c'est discipline et régularité. Donc régularité, et discipline, ça va de pair. Donc je t'invite là complètement à aller voir ma vidéo sur la persévérance, parce que je parle que de ça, de discipline, de régularité, de persévérance. Et la troisième phase, c'est d'être en action ou d'être en mouvement. Parce que comme je te dis assez souvent dans ma vidéo, lorsque tu stagnes, lorsque tu ne fais rien, lorsque tu restes passif, tu es déjà en train de mourir, parce que tu n'avances pas. Et la vie est mouvement. Donc être en mouvement, c'est la vie, et être en arrêt, c'est la mort. Et je prends cette action, cet élan, ce mouvement, pour faire une belle transition, pour maintenant te parler des étapes, des actions que tu peux entreprendre pour réussir. Et dans une vidéo normale, il y aurait eu un cut, mais là, il n'y en a pas. Voilà. Alors, les étapes, c'est pas des étapes, c'est des actions à mettre en place pour réussir. Toutes les petites actions qui peuvent t'aider à réussir sur ton projet principal. Pour commencer, tu vois ce qu'on appelle le one step. Ça, c'est un terme anglophone. Premier pas. Bon, c'est pas. De toute façon, en français, c'est jamais très ouf quand tu traduis les expressions anglophones. Mais en gros, l'idée de ce premier pas, c'est que chaque jour, tu vas faire une action qui va aller vers ton objectif. Par exemple, je prends toujours l'exemple de la boxe parce que déjà de une, c'est quelque chose que je connais parce que je l'ai pratiqué pendant 13 ans, et de deux, parce que le sport, comme on le sait tous, c'est une école de vie et c'est très parlant. Donc si ton objectif c'est d'être champion de boxe de France par exemple, d'Europe, du monde, j'en sais rien, du monde normalement, c'était ambitieux, et au moins chaque jour tu vas te faire un petit exercice de sport, dans le sens où, je sais pas, ça peut être travailler ton cardio, travailler ton endurance, travailler ton explosivité. Donc là, si tu veux être champion du monde, ton exercice va être très long, donc c'est un bon exemple, mais en même temps pas tant que ça. Mais par exemple, je sais pas, si je fais de la peinture, si ton objectif c'est de vivre de ta peinture, c'est d'essayer de créer une peinture par jour. Voilà, de faire un petit élément. Mais après, c'est pas obligé non plus un truc aussi concret que ça, tu vois. Par exemple, moi là, j'essaie de vivre de ma chaîne YouTube, enfin pas que de ça, de mes coachings, de mes formations, mais en gros, j'essaie de vivre de canapé rouge. Mais dans les jours où je n'ai pas envie de travailler, par exemple hier j'avais pas du tout envie de travailler, c'était dimanche, j'avais vraiment envie de rien faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu les plans de mes prochaines vidéos. C'était pas un gros effort, dans le sens où je dois pas parler devant une caméra, je dois pas faire gaffe un peu à mon élocution pour que ça soit compréhensible, audible. Là, j'étais en chaussons,
Ensuite, short à fleurs, parce que moi, mon pyjama, c'est un short à fleurs. J'étais devant mon PC, en train d'écouter de la musique, et j'étais en train de noter les points clés de cette vidéo, quoi. Donc, là, comme tout ce que je t'ai dit, quoi. Donc, j'étais en train de faire mon plan, tu vois. Mais tu vois, ça demandait pas un gros effort parce que j'étais dans un truc semi-passif. J'étais pas non plus en train de donner beaucoup d'énergie à cette action. Mais au moins, j'ai entrepris une petite action qui va dans le prolongement de mon objectif qui lui est plus grand. Donc, one step, c'est un truc à faire par jour. Que chaque jour, il ne se passe pas une seule journée sans que tu n'aies pas travaillé au moins un petit peu ton projet. Parce qu'au final, si tu fais 365 actions par an, bah tu augmentes 365 fois de chances de réussir ton projet. Alors que si tu fais rien pendant 6 mois, bah, ton projet il va pas avancer, tu vois. Donc voilà. Ensuite, il faut que tes actions aient de la cohérence avec ton projet. Par exemple, un exemple avec quoi? Je vais essayer de trouver un exemple avec la peinture. Si... Ouais, non, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple, merde, je suis con. Tu vois, mouvement réflexe de dire je suis con, mon inconscient il va se dire ah bah tu es con. Non, tu vois, ça, faut séparer des petites mimiques comme ça, faut essayer de l'enlever pour réussir. Enfin, parce que ça rentre dans le processus d'état d'esprit global, et il faut avoir un état d'esprit solide pour réussir un grand projet. Alors, la cohérence du sens, donc quand tu entreprends des actions qui ont une cohérence avec ton projet final, donc par exemple la cohérence de ton projet de boxe, ça va être de t'entraîner à la boxe tous les jours et pas t'entraîner je sais pas à la natation. Tu vois là, c'est un manque de cohérence. Tu dis ouais, je m'entraîne parce que je muscle mon corps, je muscle peut-être mon cardio, mon endurance, etc. Ouais, mais les sports sont différents et la perception du sport est différente. Genre t'entraîner à la corde à sauter pour augmenter par exemple ton endurance, je sais pas si t'as envie de rien foutre mais tu dois faire ton premier step de la journée, tu vas faire peut-être un quart d'heure de corde à sauter. Et là, tu dis, ok, c'est pas ouf, mais ça a une cohérence avec la boxe. Parce que la boxe, t'es toujours en mouvement. T'es toujours en train de sautiller comme ça. Donc, faire de la corde à sauter, ça va travailler tes appuis, ça va travailler ton mouvement, et surtout, ça va t'entraîner à être dans cet état de sautillement, on va dire. Donc, il y a une cohérence, tu vois. Alors que la natation, t'es dans l'eau, tu fais, que ce soit de la brasse ou du crawl, tu vas pas crawler pendant un combat de boxe, tu vois. Donc, t'as une petite cohérence dans le sens où tu as musclé ton corps, mais au final, c'est pas ultra cohérent parce que tu es en train de faire un sport qui n'a rien à voir avec la boxe. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence. Parce que lorsque tu as une cohérence, ça va dans le sens déjà de ton projet, mais tu trouves surtout un sens à tout ça. Genre, comme je te dis, faire de la natation alors que tu veux faire de la boxe, il y a aucun sens, tu vois, c'est deux sports qui ont rien à voir. Il y a aucune cohérence. Bref. Et lorsque tu entreprends des actions qui ont du sens, ça te donne encore plus de courage pour entreprendre encore plus d'actions qui vont dans le sens final de ton objectif, de ton but. Donc tu rentres dans un cercle vertueux, pardon. En fait, il y a quelqu'un qui me regarde là-bas, salut. Parce que j'ai un gros vis-à-vis moi avec mes fenêtres. Donc lorsque tu entreprends des actions qui sont cohérentes, ça te donne du sens à tes actes et ça te donne du courage pour entreprendre encore plus d'actions vers ton but. Ensuite, il faut vraiment prendre conscience, ça c'est un peu les défauts qu'on a quand on commence un projet, c'est qu'on n'est pas patient, on veut aller tout de suite trop vite, on veut tout de suite avoir la réussite, on veut tout de suite que ça marche, tu vois, parce qu'on est tellement euphorique de joie de voir notre objectif à long terme, de se dire putain mais quand je vais réussir ça va être génial, je vais avoir ça, je vais être comme ça, je vais ressentir ça, que on veut avoir tout ça tout de suite. Sauf que la réussite prend du temps, et surtout, il faut y aller étape par étape. Parce que, je prends encore l'exemple de la boxe, c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai. Si tu travailles ta musculature, par exemple, et que tu dis c'est bon, je suis stock, je suis solide maintenant. Genre, tu vois, tous les muscles que j'ai, c'est génial. Je vais pouvoir aller me battre en duel dans des tournois de boxe. Non, tu vas te faire éclater parce que tu auras juste des muscles, ok, tu vas être peut-être impressionnant, tu vas peut-être avoir un peu de force, mais au final, tout ce qui est cardio, endurance, explosivité, vitesse, agilité, et surtout intelligence du combat, parce que c'est aussi ça, l'entraînement pour être champion de boxe, aux entraînements, tu te bats avec tes potes pour pouvoir avoir l'intelligence de se dire, ok, de mon expérience, lorsque son bassin bouge de cette façon, c'est qu'il s'apprête soit à avancer pour me donner un coup de pied,
un coup de poing, soit selon la boxe que tu pratiques, moi c'était de la boxe chinoise donc on a le droit au pied, donc en général c'était ça, lorsque ce mouvement de hanche apparaît de cette manière, bah c'est qu'il est en train de préparer un coup de pied qui va aller soit dans ma tête, soit dans mes hanches. Donc cette micro-observation va t'envoyer une micro-information qui va t'envoyer un micro-réflexe qui va faire que tu vas te protéger, quoi. Donc tout ça c'est de l'intelligence situationnelle, si tu veux. Genre le fait d'expérimenter encore et encore, tu es dans un flow et du coup tu vas pouvoir calibrer tes mouvements, calibrer ton jeu par rapport au jeu de l'autre. Et cette intelligence de combat, tu ne l'as pas si tu ne pratiques pas. Donc voilà, quelqu'un qui veut être champion de boxe, bah, il va avoir plusieurs étapes. Il va devoir travailler déjà sa musculature, pour ensuite travailler sa force, travailler son explosivité, travailler sa vitesse, son agilité, travailler ses rotations, travailler son intelligence au combat. Bref, il va avoir plein d'étapes à travailler pour pouvoir réussir. Et il va surtout devoir travailler son mental. Sauf que si tu sautes une étape comme la vitesse, par exemple, mais tes coups, parce que c'est vraiment un bon exemple la boxe, parce que par exemple tu enlèves juste une étape comme la vitesse, bah tes coups vont être plus lents que celui de l'adversaire et ton adversaire bah il va avoir clairement tes coups arrivés, il va peut-être pouvoir contre-attaquer avant même que ton coup y soit arrivé parce que lui aura travaillé sa vitesse. Pareil, l'agilité, si tu essaies d'esquiver mais que t'as pas trop bossé ton agilité, bah tu vas t'en mêler, tu vas avoir du mal à esquiver et tu vas t'en prendre plein la gueule. L'impulsivité, pareil, lorsque tu vois une brèche, bah, il faut avoir une bonne impulsivité pour pouvoir t'y engouffrer avant qu'elle se referme parce que c'est des brèches qui sont très courtes. Et si tu ne travailles pas ça, bah tu vas être trop lent. C'est un peu lié avec la vitesse, l'impulsivité. Sauf que la vitesse, c'est vraiment de la vitesse pure, alors que l'impulsivité, c'est un mélange de vitesse et de puissance. Parce que si tu donnes des coups vite, mais qui font aucun dégât, bah le gars, c'est ok, tu m'as caressé, c'est cool, tu m'as touché, mais techniquement, je suis encore à fond, quoi. Donc voilà, l'impulsivité, si tu travailles pas ton impulsivité, mais tu vas pas pouvoir lui faire mal vraiment au gars. Donc voilà, la boxe, c'est vraiment un bon exemple. Tu as vraiment plein d'étapes à travailler dans chaque processus de réussite, et si tu en grilles une, ou si tu en loupes une, ou si tu en boycottes une, tu ne réussiras pas. Maintenant, une grosse chose à comprendre aussi dans la réussite, c'est comme dit en début de vidéo, tu vas échouer. Et ça c'est très important à assimiler, tu vas échouer. Comme je t'ai dit, on est en France, ça fait très mal de dire ça. On n'a pas l'habitude qu'on nous dise vas-y, c'est chouette, échoue, ouais, bien joué, bien bravo, t'as échoué, bien joué. Non, on a tendance à se dire je vais réussir, et je veux aller là. Maintenant, comme je t'ai dit, la réussite, c'est une succession d'échecs. Et parfois, l'échec, il est tellement... Comment dire ? Il a l'air tellement définitif, tu ne vois pas ce qui peut se passer derrière cet échec-là, que tu te bloques à cet échec et tu restes à l'étape qui est juste avant. Par exemple, je t'explique mon cas précis. Genre Canapé Rouge, si tu regardes bien, j'ai échoué plein de fois. Parce que au début, Canapé Rouge, Gaël, c'était un truc sur les relations hommes-femmes. Ensuite, on était à deux sur un projet, comme je t'ai dit, un peu fouillis. Ensuite, je me suis vachement tourné sur l'autodiscipline, sur le contrôle émotionnel. Maintenant, je traite beaucoup de porno sur ma chaîne secondaire. Et tout ça, tu vois, c'est des échecs. Genre, ça n'a pas marché, donc je suis passé à autre chose. Et comme je t'ai dit, j'ai un autre projet derrière en tête que je vais peut-être aller vers lui d'ici 1 ou 2 ans. Parce que j'ai encore des cartes à jouer avec Canapé Rouge. Mais en gros, genre, échouer Canapé Rouge, vu que pour moi, Canapé Rouge, c'est mon moyen d'être libre, mais c'est vachement dur à assimiler pour moi, parce que je vais me dire, ok, j'ai échoué Canapé Rouge, je n'ai pas réussi comme je voulais, j'arrête, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce que je vais faire après ? Parce qu'il faut continuer à faire des choses dans ma vie, il faut continuer à faire entrer de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire après Canapé Rouge ? Ah, tu vois, bon là, l'idée c'est mon autre projet que je t'ai parlé, que je te parle pas, mais que je t'ai énoncé l'idée, tu vois. Enfin, énoncé la présence. Et tu vois, t'as plein de gens qui n'ont pas cette idée derrière leur échec. Et du coup, ils vont rester bloqués à l'étape de l'échec. Ils vont rester bloqués à cette étape juste avant l'échec, où ils vont pas vraiment pleinement échouer, et c'est échec qui les fera progresser en fait, hein, mais ils vont pas vouloir échouer parce qu'ils ne savent pas que cet échec n'est pas définitif, mais amène vers quelque chose d'autre. Ils vont bloquer leur processus, leur cycle, l'espèce de cycle vertueux, hein, qui fait que un coup t'échoues, un coup t'es réussi, un coup t'échoues, un coup tu réussis. Oh non,
plus beaucoup de caméras, plus beaucoup de batterie, c'est nul ça. Bref. Mais c'est pas grave, hein, je la tournerai en 2 temps. Voilà, donc tu vas échouer, et c'est très important d'assimiler ça, que tu vas échouer. Parce que ce qui est cool, c'est quand tu as cette notion d'échec comme quelque chose qui fait partie de la réussite, c'est que tu peux gamifier ton échec. Dans le sens où tu peux créer par exemple un tableau où tu vas noter tous tes échecs potentiels, et à chaque fois que l'un d'eux se produira réellement, bah tu vas pouvoir cocher cette case en te disant yes, bah déjà de 1 je l'avais prévu, donc je ne suis plus trop affecté, enfin pas autant affecté que si ça m'était arrivé comme ça, et de 2, vu qu'on sait que la réussite est une succession d'échecs, tu ne verras plus l'échec comme quelque chose qui est négatif, mais tu pourras dire yes, j'ai passé cette étape. Donc cet échec m'avance un peu plus vers la réussite, parce que ça affine la vision si tu veux. C'est comme un jeu vidéo, c'est comme si chaque échec était un niveau jusqu'au boss final qui lui est la réussite. Donc c'est très malin de gamifier l'échec. Tu peux te dire par exemple pour un champion de boxe encore, bah bon, mes échecs ça va être de me prendre une raclée en régional, ou une raclée en national, ou une raclée en européen. Ça va être peut-être de de rater un entraînement, ça va être de louper le train qui va m'emmener à une compétition. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être de me faire mal à la cheville, genre je sais pas, j'ai fait un footing, je me suis cassé la gueule dans un sentier, et là boum, je me suis fait une entorse. C'est un petit échec parce que ça déjà enlève mes entraînements, mais du coup ça me fait une faiblesse, ça me crée une blessure que je vais devoir travailler pour pouvoir enlever cette faiblesse. Du coup en gros ça retarde ma réussite lointaine, ma réussite future qui sera lui champion de boxe, champion de je sais pas quoi, tu vois. D'ailleurs dans étape par étape, ce que je n'ai pas dit, c'est que par exemple pour l'exemple de la boxe, c'est que tu peux décortiquer aussi ton processus de réussite. Genre si ton objectif c'est être champion du monde de boxe, bah ton objectif juste d'avant c'est être champion européen, ensuite champion de France, ensuite champion de ta région, champion de ta ville, champion de ton club, tu vois. Décortiquer étape par étape. Bref, voilà, ça c'est fait. Gamification échec, on vient d'en parler. Un autre truc qui peut marcher dans ta réussite, c'est de en parler. Parce qu'on a tendance il y a un peu cette idée qui veut que si tu parles d'un projet, donc là ça marche surtout pour les projets novateurs, hein, mais ça marche aussi sur plein d'autres projets, plein d'autres types de projets, c'est que, l'idée qui traîne, c'est que il ne faut pas en parler par peur que les autres volent ton projet. Mais en fait, non, justement. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque tu as une idée, quelle qu'elle soit, que ce soit une idée négative, une idée positive, une idée de projet, une idée n'importe quoi, de te faire d'un cookie, dès que tu as une idée, il faut que tu te dises que 10 autres personnes dans le monde ont cette même idée au même moment. Donc lorsque tu as une idée de business, ça ne sert à rien de te dire je vais ne pas en parler parce que on va me la voler, parce que tu as déjà 10 autres personnes qui, elles, auront déjà eu cette idée, tu vois. Et ces 10 autres personnes, ou 9 autres, hein, si on veut arrondir à 10 le nombre potentiel de personnes qui ont la même idée au même moment sur Terre, ces 9 autres personnes, elles, peut-être qu'elles en parlent. Du coup, ces 9 autres personnes ont multiplié le 9 par peut-être 3. Si elles ont toutes les 9 parlé à 3 personnes, bah vous êtes plus 10, mais vous êtes 28, tu vois. Et bah après, c'est exponentiel, tu vois. Donc, ça ne sert à rien de pas en parler, parce que t'as d'autres gens qui pensent au même moment à toi, enfin au même moment que toi, à cette idée, et qui eux sont peut-être en train d'en parler. Donc ça, c'est pour le côté un peu complotiste, en mode non, c'est mon idée, on va me la voler, donc ça sert à rien, c'est du bullshit, parce que dans tous les cas, t'as d'autres gens qui sont en train de penser à la même chose que toi. Mais c'est surtout sur 2 autres points qui sont déjà plus liés à l'inconscient. Déjà, de 1, ça va renforcer ta conviction, parce que tu vas devoir, parce que lorsque tu vas en parler, les gens vont te poser des questions, tu vas pouvoir voir leur réaction physique, s'ils prennent ça pour quelque chose de cool, ou s'ils font semblant et en fait ils pensent que c'est de la merde. Ça se voit quand quelqu'un te dit ah ouais, c'est sympa. Ça se voit très bien qu'ils pensent que c'est de la merde. Mais du coup, tu vas pouvoir aussi avoir tes premiers retours, genre ah ouais c'est bien, mais moi je le ferais peut-être plus comme ça, et tu vas avoir tes premières objections. T'as pensé à ça, t'as pensé à ci, et s'il se passe ça, comment tu fais? Et si cette personne te dit ça, tu lui réponds quoi? Et tu vas surtout avoir tes premières, j'ai déjà dit objection, donc c'est pas ça qu'il faut, mais tes premiers clients à convaincre, on va dire. C'est pas des clients, tes potes, mais un client potentiel, il va avoir des doutes, il va avoir des peurs, et c'est des doutes et des peurs que tu vas devoir combler, que tu vas devoir pas mettre du baume, mais tu vas devoir leur dire, mais toi tu as cette peur, tu as ce doute là,
ce qui est normal pour X ou Y raison, mais moi, sur cette peur et ce doute-là, je t'apporte telle et telle solution. Donc déjà, le fait d'en parler, tu vas déjà pouvoir te mettre en conflit, enfin pas en conflit, mais en contact avec les potentiels doutes de tes acheteurs, de tes clients ou de n'importe quoi, n'importe quelle objection qui pourrait t'arriver sur ton processus, sur ta réussite. Donc ça, c'est important. Et de deux, ça va renforcer n'importe quoi. Ça va renforcer ton inconscient sur cette idée. Parce que lorsque tu y penses, c'est bien, ton petit stagiaire, il crée ta réalité sur tes pensées, mais comme je t'ai dit, il y a une espèce de hiérarchie. Tes pensées, tes paroles, tes actions. Parce que tes actions amènent des émotions, et tes paroles, t'as un espèce d'échange, t'as de l'énergie qui circule. Donc lorsque tu en parles, ça renforce ton inconscient, parce que verbalement, au lieu de dire je suis une merde, tu vas te dire j'ai tel projet. Tu m'entends, inconscient? Tu m'entends, mon petit chien? J'ai tel projet, je veux réussir de cette manière. Tu m'entends? Ok? Donc je l'ai pensé, maintenant je le dis, je l'assume, je renforce ma conviction, je veux ça dans la vie. Ok? Et là, ton stagiaire il va faire ok, j'ai entendu, donc je vais créer une réalité encore plus forte. Et c'est en plus après tu visualises où tu réussis étape par étape, donc de manière moindre, bah tu vas ressentir des émotions, et là tu vas dire ok, je réussis. Deuxième étape, ok, t'as entendu, inconscient? J'ai réussi, genre j'ai passé la première étape, et tu sens les émotions, comment je suis content. Tout ça c'est réel, c'est pas inventé, c'est réel. Ton inconscient, et donc il va avoir la pensée, la parole et l'action. Bref, tu auras tous les éléments qui vont aller dans la direction de ta réussite. Et ton inconscient donc va créer cette réalité. Donc en parler, c'est très important. Parce que si tu n'en parles pas, bah tu rentres un peu dans tu rentres un peu dans un processus de négativité. Parce que tu dis, je vais pas en parler, les gens ils sont méchants, les gens ils vont me voler mon projet, je vais pas en parler. Voilà. Et tu rentres dans un processus qui va te freiner, tu vas perdre ton temps surtout. Parce que lorsque tu vas réussir, même si tu n'en parles à personne, tu vas réussir dans l'ombre, tu vois, dans ton coin. Mais si tu réussis, tu auras forcément un retour avec les autres. Donc forcément, les gens vont te poser des objections à un moment donné. Parce que même un mec comme Einstein, tu vois, Einstein, on pourrait se dire, putain, le gars, il est tellement loin que tout ce qu'il dit, bah, c'est de l'or en barre, tu vois. Ben non. Lorsqu'il a sorti sa théorie de la relativité, t'as plein d'éminences scientifiques qui lui ont dit, attends, mais t'es rigolo, toi, mais je connais pas les détails exacts, mais je m'y suis intéressé un petit peu. Mais en gros, c'était controversé à l'époque. Genre, ils ont pas accepté tout d'un coup, tu vois. T'en as plein qui ont accepté tout d'un coup, mais t'avais des sceptiques, t'avais des gars qui étaient en mode, ah non, c'est pas possible, c'est incroyable, c'est trop incroyable pour être vrai, ou c'est du coup, c'est juste de la merde qui dit, c'est du bullshit, il est taré, le vieux. Bref. Il était pas vu à l'époque de la relativité générale et restreinte. Mais tu vois ce que je veux dire. Même un mec comme Einstein, bah, à un moment donné, il a dû se confronter aux objections des autres, alors que le gars avait raison. Donc même si t'as une idée qui est bien, bah tu dois quand même te confronter aux idées des autres. Par exemple, moi avec le porno, mais je suis convaincu que l'addiction au porno c'est un mal-être qui prend de plus en plus d'ampleur, et du coup que ma contribution à cette société dans mes vidéos, grâce à mes vidéos, grâce aux conseils et aux formations que je suis en train de créer, ben ça va aider la société dans une moindre mesure, tu vois. Ça va aider certaines personnes à s'en sortir du porno. Et pourtant, même si pour moi c'est complètement évident, comme ça pourrait être complètement évident pour la toxicomanie ou l'alcoolémie, bah t'as quand même des gens qui viennent me dire, mais t'es sûr qu'il y aura des ventes, enfin t'es sûr qu'il y a une demande en fait. Ça c'est surtout ce qui revient le plus souvent avec un de mes potes, c'est t'es sûr qu'il y a de la demande. Et pour moi, tu vois, ça semble tellement nul, cette question, parce que c'est évident qu'à la demande, il y a de la souffrance. Une souffrance demande une solution. Donc, s'il y a une souffrance, il y a forcément une demande de solution. Et moi, j'apporte une solution. Donc, oui, il y a de la demande. Mais tu vois, le fait qu'on me pose cette objection, moi, ça m'entraîne à pouvoir y répondre et à pouvoir assimiler ce genre de retour, tu vois. Donc, c'est important d'en parler. Ensuite, on va passer à tout ce qui entoure ta réussite. Je sens que je vais pas avoir le temps de finir cette vidéo, c'est même sûr. Il me reste combien de trucs à faire là? Il me reste pas tant que ça, hein. Je peux peut-être réussir. Bon, on va essayer une heure, ok. On va essayer. Alors, quand je dis tout ce qui t'entoure, c'est vraiment l'environnement. Donc c'est... Bon, je vais te dire tout ce que c'est. Donc après, évidemment, tout ça va dépendre de ta sensibilité. Genre, je vais dire des trucs là dans le quart d'heure qui va venir, que pour certains ça va être complètement loin de leur réalité, peut-être que d'autres ils vont se sentir tellement proches, pour d'autres ça va être encore évident,
Mais voilà, ça dépend, l'environnement global pour quelqu'un va dépendre plus ou moins de sa sensibilité. T'as des gens, ils vont avoir un besoin extrême d'être ultra disciplinés, comme moi, je sens que j'ai besoin d'être discipliné. Et t'as d'autres gens, ils vont pouvoir être en roue libre et quand même réussir, tu vois. Donc ça dépend vraiment de chacun. Mais bon, moi, je te fais quand même des grosses lignes, on va dire, des grossièretés, enfin, pas grossièretés, des généralités plutôt, pour que tu aies une idée globale de tout ça. Donc, la première chose, c'est les habitudes. Je sais plus, il y a un article ou un livre ou un mec qui disait que on est à 80% de nos vies, pas victime, mais on suit nos habitudes à 80% de nos vies. Genre, on mange toujours la même chose, on va toujours au même endroit, en général c'est le taf, on voit toujours les mêmes personnes. Lorsqu'on va au taf ou voir les autres personnes, on suit toujours plus ou moins les mêmes trajets, on va toujours plus ou moins au même bar. Bref, on se lève toujours plus ou moins à la même heure, on se couche toujours plus ou moins à la même heure. Donc tu vois, on mange toujours plus ou moins à la même heure. On suit vraiment une espèce de routine des habitudes, parce que ton cerveau, il adore les habitudes, parce qu'il... Allez. Donc je disais, ton cerveau adore les habitudes, parce qu'il peut se mettre en roue libre, et ensuite pouvoir se focus sur d'autres trucs. En gros, t'as une quantité d'énergie limitée, et lorsque tu arrives à automatiser ton inconscient, donc grâce à tes habitudes, donc ça peut être le sport, ça peut être le trajet pour aller au taf, ça peut être le taf lui-même, lorsque tu arrives à automatiser ça, ce qui te prenait une grosse énergie, le temps d'automatiser, va être beaucoup plus réduite, et du coup tu auras un reste d'énergie que tu pourras lui mettre sur autre chose, sur de la création, ou sur des activités ou des actions qui elles prendront plus d'énergie parce qu'elles seront nouvelles. Donc voilà, donc les habitudes c'est très puissant. Ensuite, tu as 2 priorités dans la vie pour bien réussir. Enfin, pour bien réussir. 2 priorités pour être dans un état optimal pour réussir. Ça va être de bien dormir et de bien manger. Pourquoi ? Alors, déjà, bien dormir, c'est primordial, parce que c'est là où ton corps se régénère. Et si tu veux, si tu dors mal, si tu fais de la merde avec ton sommeil, si tu as une mauvaise qualité de sommeil, ton corps il va pas bien se régénérer, et du coup tout est... Enfin tu vois, quand je dis ton corps se régénère, c'est pas juste la fatigue ressentie, ça va être vraiment quelque chose qui chimiquement et intérieurement ça va se ressentir. Ton sang va se refaire, tes neurones vont se refaire, enfin tout va se refaire à l'intérieur de toi, donc ton corps va chaque nuit se régénérer si tu veux. Et si tu niques tes nuits, ton corps il se régénère pas, et même si t'as la bonne volonté du monde, si ton cerveau est fatigué, intérieurement, indépendamment de ta conscience, de ton ressenti, si ton cerveau est fatigué, il va avoir du mal à connecter les neurones entre eux, il va avoir du mal à faire les connexions, il va avoir du mal à être dans une démarche optimale pour que tu puisses réussir. Donc si tu fais de la merde avec ton sommeil, si tu négliges ton sommeil, ton cerveau va être fatigué, et tu auras de plus en plus de mal à faire les actions qui vont t'emmener vers ta réussite. Donc le sommeil c'est très important, c'est le truc le plus négligé, parce que c'est un peu le truc où on ferme les yeux, parce que justement on ferme les yeux pendant qu'on le fait. Mais je finis cette phrase et je relancerai la caméra une fois qu'elle sera rechargée. Donc ton cerveau, on ferme les yeux quand on dort, donc on a un peu l'impression que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, et pourtant c'est quelque chose qui est complètement primordial pour notre bien-être intérieur et du coup pour notre réussite. Deuxième partie, j'ai remis de la batterie dans l'appareil. Alors, je disais juste avant qu'il fallait faire ultra attention à son sommeil, à sa qualité de sommeil, que la plupart des gens ne faisaient pas assez attention. Maintenant, je vais reprendre sur la nourriture. La nourriture, c'est un peu le carburant de ton corps, clairement. Ce que tu mets dans ton corps, ça va aider à oxygéner, ça va aider à fortifier ton corps, ça va aider à faire fonctionner tout simplement ton corps. T'as souvent l'exemple ultra clair qui est de l'essence et la diesel. Si tu mets du diesel dans une voiture à essence, elle va mal fonctionner, voire pas fonctionner, et inversement. Donc, mettre de la bonne nourriture dans ton corps, ça c'est un peu le même exemple qu'avec le porno. Le porno c'est un peu la merde de la sexualité. Tinder c'est un peu la merde des rencontres. Il y a quoi ? Il y a du coup la malbouffe, tout ce qui est McDo, etc. C'est la merde de l'alimentation. Bon, je dis merde parce que d'habitude on dit que la malbouffe c'est le porno de l'alimentation pour que ça soit plus compréhensible. Mais c'est un peu ça. Tinder c'est le porno des relations et l'alimentation c'est le porno de l'alimentation. Putain, j'ai dit n'importe quoi là. Tinder c'est le porno des relations et la malbouffe c'est le porno de l'alimentation. Voilà. Ensuite,
Qu'est-ce que ça veut dire bien manger? C'est déjà bien manger par rapport à, de manière générale, donc comme je viens de le dire, pas de malbouffe. Une règle qui est assez simple à mettre en place, c'est de se dire je ne mange que ce que ma grand-mère aurait mangé, c'est-à-dire tout ce qui est, je sais pas, les trucs, les plats tout préparés, genre style sodebo ou les trucs comme ça, tu manges pas. Éviter de trop grignoter pour avoir pas d'excès de sucre, tout ce qui est gâteau, apéritif, etc. Genre il faut qu'il y ait, comme il dit dedans, tout est équilibre, donc il faut qu'il y ait un minimum d'équilibre dans ce que tu bouffes. Donc c'est un peu ça, c'est pas manger trop gras, trop sucré, trop salé comme ils disent, mais t'as le droit, faut pas non plus avoir une dictature là-dessus quoi. Faut juste faire gaffe quoi. Tu as le droit à des excès, mais si tu fais du sport à côté, tu vois, tout ça c'est une question d'équilibre en fait, tout simplement. Et dans l'idéal, faire ses propres plats. Voilà. Donc ça c'est encore le must parce que ça prend un peu de temps, mais au moins toute la richesse des aliments, toute la richesse des nutriments dans tes aliments seront gardés si tu cuisines toi-même que si tu achètes des trucs tout préparés avec plein de trucs chimiques chelous, bizarres. Donc voilà. Donc éviter la malbouffe, bien manger. Et il y a une dernière étape, ça c'est l'étape d'après, c'est de faire en gros attention à comment ton corps réagit. Donc là il faut un peu d'introspection. Dans le sens où par exemple, j'adore le fromage, mais je digère moins bien le fromage de vache que le fromage de chèvre. Donc je vais pas arrêter de manger du fromage, mais je vais plutôt me tourner plus souvent vers du fromage de chèvre que du fromage de vache. Et ça se voit par rapport à comment tu te sens, parfois t'as des maux de tête, parfois t'as mal au ventre, par rapport au sel aussi, par rapport à comment tu pètes, comment tu rôtes, ce que tu chies, tout ça ça a un impact, ta qualité de bouffe a un impact là-dessus, sur tes sels. Donc voilà, faut faire un minimum gaffe à comment tu te sens après avoir mangé. Si j'en sais rien, j'avais donné un exemple mais j'ai pas d'exemple en tête. En fait l'exemple du fromage de chèvre et du fromage de vache c'est un très bon exemple. Aussi quand j'avais fait mon année où je faisais un mois un défi, mais je mangeais que des pâtes, que du riz et que de la viande. Voilà, je faisais vraiment que ça comme alimentation, pas de fruits, pas de légumes, rien, et tout le temps les mêmes plats, tu vois. Et au final, au bout de cette année, j'avais vraiment eu, avant de faire mon défi végétarien, j'avais vraiment eu un ressenti, genre un rejet de mon corps en mode, genre dès que je mangeais, j'en avais marre, tu sais, j'avais pas envie de vomir non plus, mais genre physiquement ça rentrait pas dans mon corps, tu vois, parce que j'en avais complètement marre. Je faisais un excès, un rejet de cette bouffe, alors qu'au final c'est pas non plus de la très mauvaise bouffe que je prenais, hein, mais c'est juste que je mangeais que de ça. Et quand j'ai passé à un régime végétarien, là ça allait beaucoup mieux, genre je me sentais mieux, je me sentais plus énergique, je me sentais plus productif, et surtout je me sentais mieux dans mon corps, tu vois. Genre quand tu manges beaucoup ou quand tu manges mal, t'es un peu lourd, t'as envie de faire une sieste, t'as envie de te poser, t'as pas envie de, tu vois. Quand tu manges trop lourd, t'es lourd quoi. Et quand tu manges mieux, tu te sens mieux dans ton corps en fait, tout simplement. Et ça se voit physiquement. Et donc ton physique qui impacte ton mental, comme je te disais tout à l'heure, c'est clairement un bonus de bien manger pour pouvoir réussir. Donc faire attention, être conscient de ce que tu manges et être conscient des effets sur ton corps que la nourriture a. Parce que les effets qu'ils auront sur ton corps, ça va se répercuter sur ton esprit. Donc c'est important. Et pour revenir un peu au sujet du sommeil, tu as le droit, on va dire, il y a toujours ces injonctions un peu reloues, mais l'importance des micro-siestes. Dans le sens où parfois je suis en train de faire un montage, je pianote comme ça, et d'un coup, ça, mes yeux ils se ferment, mais genre tout seul, et genre je force, je fais putain non, il est 15h, 16h, il faut que je continue, et là en général quand tu fais ça, t'es pas du tout productif, tu prends du temps, tu fais des bourdes, tes doigts ils pianotent mal, vraiment c'est la merde. Et là le mieux à faire, c'est quand ton corps se ferme tout seul, c'est qu'il a juste besoin d'une micro-pause, tu vois, juste de souffler. C'est comme ce que je fais, tu vois. Genre là je parle et je m'arrête pas, mon souffle il s'arrête pas, et du coup je ressens le besoin de mettre un peu de temps de pause de temps en temps, ne serait-ce que pour moi, pour reprendre mon souffle, et pour pas que ça soit trop chiant à écouter, et aussi pour vous, justement, pas que ça soit trop chiant à écouter. Et là, c'est un peu même délire. Quand tu bouges partout, parfois t'as qu'une envie, c'est de te poser là, et de sentir, tu sais, tes jambes, l'énergie dans tes jambes qui arrête de bouger partout, qui arrête de courir dans tous les sens, et juste qui circule, et laisser être dans le flow. Et là, c'est un peu le même délire. Tu travailles, et si tes yeux se ferment tout seuls, t'es pas obligé de partir pendant 2 heures pour aller faire une sieste, juste tu fermes les yeux pendant un petit quart d'heure et ça suffit. Ton corps il se régénère en micro-régénération pendant ce quart d'heure, et c'est bien. Ça va te remettre dans une productivité un quart d'heure plus tard après.
Parce qu'en gros, si ton corps il se ferme tout seul, c'est que physiquement, il te dit, là, faut enlever le pied sur l'accélérateur, laisse-moi un peu reprendre mon souffle, et on repart dans 10 minutes. C'est clairement ce qu'il te dit, ton corps. Donc c'est toujours une espèce d'écoute active envers ce que ton corps ressent et ce que ton corps te dit. Si ton corps, après manger, t'as mal au ventre, bah il dit, là, je sais pas si t'as trop mangé ou si t'as mangé de la merde, mais faut faire attention parce que là, c'est pas ouf, quoi. Et pareil, si tu travailles tôt, bah ton corps, bah il va se fermer tout seul. Et là, bah ce qu'il va faire, c'est faire une micro-sieste. Ensuite, tu as la méditation. Donc ça, c'est très très important. Les 3/4... non, j'allais te sortir un chiffre, mais complètement aléatoire. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui sont dans une réussite, on va dire, sociale. Genre, j'entends par là qui ont de la thune, qui ont de la renommée, etc. Qui sont beaucoup dans cet état de méditatif, tu vois. Enfin, qui pratiquent la méditation souvent et régulièrement. Donc la méditation, c'est déjà un gros sujet à lui seul. J'ai fait déjà plein de vidéos là-dessus, donc je te renvoie ça en fiche. Mais pour faire simple, tu as plusieurs sortes de méditation dans ce qu'on appelle la réussite. Donc tu as la méditation des délires de visu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la visualisation, donc je vais pas revenir là-dessus. Et tu as surtout la méditation par rapport au retour à soi, donc ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est un peu la grande mode de la méditation pleine conscience. Et en fait, à quoi ça sert? C'est que maintenant, contrairement il y a, par exemple, il y a 100 ans ou 50 ans, c'est qu'on est beaucoup plus stimulé qu'il y a 50 ans, tu vois. Genre là, tu vas dehors, je pense, là, j'ai l'image d'une, c'est quoi la grande place à New York? Times Square, je crois, où tu sais, t'as des panneaux publicitaires partout, t'as des lumières, des néons, enfin, t'as de la foule, etc. Et ton cerveau, même si, toi, tu te focuses que sur une chose, genre là, si je regarde ma bouteille d'eau, je focus mon attention sur ma bouteille d'eau, mais mon cerveau, lui, avec la vision périphérique, il va voir ma main, il va voir ma montre, il va voir qu'elle est de couleur marron, il va voir mon micro, il va voir mon ordinateur avec les différents types de couleurs, il va voir la lumière qui s'abat sur mon sol qui est de cette couleur et avec ses petites taches, il va voir dans ma vision périphérique toutes mes petites babioles, mes dessins, il va voir que mon canapé est rouge, il va voir que mon short est bleu. Bref, il va analyser tout ça, toutes ces couleurs, ces détails, ces nuances, ces contrastes, il va analyser les odeurs, il va analyser les tonalités de lumière, il va analyser les sensations. Si là j'avais ouvert les fenêtres, il y aurait peut-être eu un peu de vent et je l'aurais peut-être pas senti consciemment, mais mon cerveau lui il l'aurait analysé. Et tu vois, avec les écrans, enfin c'est surtout à cause des écrans, on est constamment surstimulé, et du coup ton cerveau, on lui demande beaucoup plus d'efforts qu'il y a par exemple 50 ans ou 100 ans, là où il n'y avait pas d'ordinateur et pas autant d'informations. Parce qu'avant, on avait notre vie, je sais pas, j'allais dire un truc vachement dénigrant pour les générations d'avant, j'allais dire ils avaient leur petit pâturage, leur petite biquette, alors que c'était pas si éloigné, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire, genre t'avais ta vie et en gros la seule ouverture sur le monde que tu pouvais avoir, c'était tes yeux. Et genre si tu te déplaces, tes yeux voyaient plusieurs choses, etc. Mais si quelqu'un faisait un métier en chaîne, il voyait souvent les mêmes choses, et du coup on rentrait dans le cycle des habitudes, et là t'avais moins de nouvelles informations. Alors que maintenant tu vas sur internet, même si c'est juste pour aller sur YouTube, mais tu regardes une vidéo, une autre, et pendant que tu regardes cette vidéo, t'as toutes les informations que le mec te donne dans cette vidéo, que ça soit du divertissement ou des ressources comme je suis en train de le faire, mais t'as aussi le décor du type, t'as aussi toutes les propositions vers les propositions de vidéos que YouTube te propose, t'as toute cette pub, bref, t'as beaucoup plus d'informations. Pareil, après tu vas aller sur Instagram, ensuite tu vas aller peut-être sur Facebook, après tu vas peut-être envoyer des messages à des potes, et c'est une avalanche d'informations en fait pour ton cerveau. Donc ton cerveau a beaucoup plus est beaucoup plus stimulé qu'il y a 100 ans, et vu que tout est équilibre, il a beaucoup plus besoin d'être aidé. Donc on va l'aider avec le sport, on va l'aider avec le sommeil, qu'il soit bien régénéré chaque nuit, pas le défoncer avec l'alcool, la drogue et sortir tous les soirs jusqu'à 6h du mat. On va essayer d'avoir une vie assez stable. On va l'aider avec la bouffe, parce que bien manger, ça va pareil l'aider à se régénérer plus vite et à améliorer sa qualité de perception. Et on va l'aider du coup avec la méditation, parce que la méditation pleine conscience va t'aider à faire un retour sur soi. Vu qu'on est constamment tiré vers l'extérieur, avec les stimulations, avec la demande d'attention, on va retourner vers soi en fermant les yeux principalement pour éviter justement d'avoir ces stimulations visuelles, pour retourner à une stimulation plus sensorielle. Genre, si je me mets là, le soleil qui tombe sur mon appartement, je vais sentir peut-être la chaleur sur mon visage, mais pas sur mes cuisses, donc il y aura un point de chaleur plus fort sur mon visage que sur mes cuisses. Je vais peut-être sentir
la texture de mes vêtements, le poids de la gravité, une odeur, le vent qui balaye mes cheveux. Je vais sentir tout ça. Je vais sentir mon thorax qui s'élève et s'abaisse à chaque respiration. Je vais sentir peut-être le goût de ma salive, peut-être ma gorge sèche. Je vais sentir tout ça. Donc un retour à soi pour pouvoir justement souffler, faire une pause parmi cette surstimulation d'informations et de demandes de connexion, de demandes d'attention, pour pouvoir revenir à soi, et surtout ça va t'aider dans les situations à risque à t'apaiser. Parce que lorsque tu entres dans un processus de réussite ambitieux, comme moi je t'ai dit c'est la liberté, donc forcément c'est assez ambitieux, mais tu vas forcément devoir prendre des risques. Ça peut être affronter ton entourage, aller parler à des gens qui te font peur, peut-être te mettre dans des situations qui font peur, peut-être prendre des risques financiers, des risques de ça, des risques de ça. Et la méditation, vu que tu as un retour sur soi, ça t'apprend à contrôler tes émotions, à contrôler à ce que tu ressens, à retourner vers ton corps, parce que lorsque tu as une émotion qui te prend aux tripes, bah tu es déconnecté de toi, tu es dans l'émotion, tu es dans l'ego, tu es dans la pensée principalement en général. Et retourner à soi, ça va t'aider à reprendre pied, tout simplement. Donc très important la méditation. Méditation et visualisation, c'est très très important. Après bien sûr, il faut qu'il y ait une cohérence entre méditation, visualisation et action. Petite gorgée d'eau. C'est ça le problème quand je suis emballé dans un sujet comme ça, je respire pas et je vous fais des séquences non-stop qui peuvent être assez lourdes à assimiler. J'en suis désolé, j'ai un peu de mal à me contenir. J'espère que c'est pas trop bourratif. Au pire, vous mettez en 0,5. Truc horrible. Alors ensuite, un autre point qui peut t'aider dans ton processus de réussite, c'est d'avoir un espèce de journal. T'as plusieurs sortes de journal, t'as le journal intime, t'as le journal de bord, t'as le field report pour la communauté de séduction, t'as aussi ce qu'on appelle le bullet journal. Ça, je l'ai essayé, c'est quand même pas mal, mais ça c'est plus une question d'organisation, donc je te le conseille aussi, hein, ça va justement t'aider à organiser tes tâches jour après jour, avoir des espèces de suivi, genre suivi de dépenses, suivi alimentaire, suivi de ton programme sportif. Bref, tu peux avoir plein de suivis comme ça. Mais moi, ce que je pense, quand je dis journal, c'est plus ça rentre plus dans le journal intime, dans le sens où, bon, déjà, tu auras quand même des suivis, certes, mais c'est plus écrire dans ton journal là où t'en es jour après jour via ton objectif. En fait, je vais t'expliquer ce qu'ils font dans la communauté de séduction, Ils ont ce qu'on appelle un field field report, accent de merde. En gros, ils vont prendre, je sais pas, soit à l'écrit, soit sur Word, quoi. En général c'est sur Word, vu que maintenant on est au XXIe siècle. Donc en gros, ils vont prendre une feuille blanche, quoi. Et imaginons, ils sont sortis hier soir, ils vont écrire leur sortie, ils vont dire, bon, bah, je suis allé au Gambana Bar, j'en sais rien, Tropical Bar, j'ai rencontré tant de filles, je suis allé leur parler en disant ça, on a bien rigolé, on a passé la soirée ensemble, mais j'ai pas ramené parce que X ou Y raison, tu vois. Ils vont noter aussi comment ils se sentaient, genre bon, je me sentais vachement terrifié à l'idée de lui parler parce qu'elle me plaisait vraiment. Ils vont essayer de pousser pourquoi ils se sentaient mal, parce que cette fille, elle me rappelait des insécurités liées à mon manque d'opportunités quand j'étais plus jeune, peut-être. Le fait que elle soit si belle, je me suis senti inférieur à elle. Pourquoi je me sentais inférieur? Parce que j'estime ce qualité de femme en termes de beauté physique supérieure à ce que moi je peux avoir. Bref, tu vois, ils vont creuser quand même leurs problèmes, ils vont essayer de décortiquer dans un premier temps leur soirée, dire j'ai fait ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais ensuite, tu auras quand même un travail plus poussé en profondeur sur leur ressenti et sur ce qu'ils peuvent améliorer. Genre, ce qui se fait souvent dans leur field report, c'est qu'ils vont te donner 3 points positifs pour garder une image bienveillante de leur processus de réussite, parce que leur processus de réussite, eux, ça va être par exemple d'aller parler aux filles, ou de coucher avec plein de filles, ou de trouver une copine qui correspond à leurs valeurs et à ce qu'ils veulent, pas juste se mettre avec une copine, la première meuf qu'ils ont trouvée sur Tinder parce qu'ils ont que ça. Donc ils ont quand même, c'est quand même vachement, en termes d'apprentissage, c'est quand même puissant, la communauté de séduction. Donc ils vont te donner 3 points, en général c'est ça, 3 points positifs, 3 points négatifs, donc ils vont te dire 3 points positifs du style, bah j'ai parlé à cette fille, je sais pas, je suis allé au-delà de ma peur, et 3e point, ça peut être, je me suis amusé, tu vois, c'est important aussi, il faut s'amuser, faut pas non plus être focus que sur les nanas.
Donc ça va être leurs 3 points positifs, mais ils vont aussi mettre 3 points négatifs. Dans le sens, je sais pas, j'ai eu du mal à me lancer, donc j'ai loupé quelques opportunités d'aller par des filles alors qu'elles m'ont souri, parce que j'ai eu trop peur. J'ai fait peut-être une blague un peu beauf qui m'a fait baisser mon image. Et je sais pas, troisième, j'ai peut-être pas assez persisté, j'aurais peut-être pu aller plus loin avec elle, prendre son numéro, lui proposer d'aller boire un verre plus tard, etc., quoi. Donc voilà, t'as vraiment un aspect de recherche de ce qu'ils sont maintenant, et de projection de ce qu'ils veulent pour pouvoir rechercher ce qu'ils peuvent améliorer pour aller jusqu'à ce point voulu. Et lorsque tu es dans un processus de réussite, que ce soit avec les nanas ou pas, mais c'est toujours sympa, c'est toujours extrêmement riche en apprentissage d'avoir ce genre de journal de suivi où tu peux en gros débriefer avec toi. Débriefer avec toi de ce que tu as fait, de ce que tu fais maintenant et de ce que tu veux faire. Parce qu'il y a plein de gens qui stagnent, mais ils savent pas pourquoi ils stagnent. Et justement, le fait d'écrire, parfois t'écris, mais sans vraiment avoir une pensée consciente de ce que t'écris. T'écris et tu te laisses un peu porter par le courant, on va dire. C'est comme quand tu penses à des trucs avant de t'endormir. Tu sais, parfois tu penses à des choses, t'es dans une phase un peu somnolente, et tes idées elles vont fuser, tu vas penser à un chien, après tu vas penser peut-être à ta grand-mère, tu vas peut-être penser à un truc qui a rien à voir, et tes pensées elles vont fuser. Mais c'est pas toi qui penses consciemment à ça, à ce déroulement d'idées, tu vois. C'est ton cerveau qui inconsciemment te balance les idées. Et quand t'écris, quand tu arrives à te mettre dans un flot d'écriture comme ça, c'est un peu ce qui se passe, t'écris des choses, une sorte d'enchaînement de mots qui vont dans un sens précis, mais qui sont pas forcément choisis avec précision. Et c'est lorsque tu écris que tu te rends compte des trucs que tu voulais dire mais qui étaient cachés, tu vois, inconsciemment. Bon, faut le vivre pour vraiment comprendre à quoi je parle, mais je pense que c'est assez clair. En gros, t'arrives à sortir des trucs de toi sans les penser consciemment, parce que t'es dans le flow, parce que t'écris, et ta plume elle va toute seule, quoi. Donc c'est vachement important. Et par exemple, ça peut se projeter sur ce côté field report de journal de suivi avec positif et négatif de chaque élément. Tu peux le reporter sur plein d'autres choses. Je reprends le domaine du sport, comme ça sera clair pour tout le monde. Tu peux te dire, ok, sensation corporelle, j'avais peur, j'avais pas envie d'y aller aujourd'hui. Genre j'étais vraiment fatigué de ma journée parce que, je sais pas, mon patron m'a cassé les couilles, etc. Donc j'avais vraiment une appréhension. Je me suis battu au début avec un peu à contre-courant, genre à contre-cœur plutôt, parce que contre-courant, ouais. Bon, je me battais un peu à contre-cœur, j'avais mal, genre j'y allais vraiment de mauvaise volonté. Et finalement, je me suis dit, allez, il faut s'entraîner. Donc j'ai fait tel exercice, je me suis musclé de telle façon. Je me suis battu, je sais pas, avec Jérémy. Et là, j'ai kiffé, j'ai fait ce coup, j'ai fait cette parade, et au final, j'ai gagné le combat, tu vois. Donc là, en point négatif, tu peux dire, flemme, manque de discipline, parce que t'y vas un peu, t'y vas, mais manque de, pas de discipline, du coup, manque de, genre j'allais dire, je trouve pas le mot, mais en gros c'est un peu de la gaminerie, tu vois, un enfant qui boude et qui une fois dans l'action, t'es dans l'action donc autant la faire. Non, lui va continuer à bouder, donc il y a un peu ce côté gaminerie. Et ensuite peut-être que je me suis pris un mauvais coup alors que j'aurais pu parer. Et en positif ça peut être j'y suis allé, donc discipliné, j'ai réussi à retourner mon état d'esprit et à me mettre dans le combat après entraînement, et j'ai gagné le combat, tu vois. Donc tu peux vraiment trouver du positif et du négatif dans chaque chose pour te permettre d'évoluer. Et après, tu mettras en fin de journal, prochaine étape, faire gaffe à ma garde parce que je me suis pris un coup droit alors que j'aurais pu parer, tu vois. Donc voilà, journal de suivi, c'était plus gros que je pensais, mais c'est vachement important. Disons que si tu vas d'un point A à un point B, tu vas mettre, imaginons, une semaine. N'imagine pas un point A à B géographiquement, je te parle de processus de réussite. Tu vas mettre peut-être une semaine à accomplir ton objectif, et tu aurais peut-être pu mettre 5 jours si tu avais des briefs tous les soirs après ta journée, pour pouvoir recalibrer jour après jour ton processus, et du coup tu aurais peut-être pu gagner du temps, tu vois. Donc c'est quand même vachement important. Ensuite, il y a le temps libre, ce que tu fais de ton temps libre. Attends, je vais boire, ça prend une pause. Chaque gorgée marquera la fin d'un sous-chapitre. Donc ensuite, il y a qu'est-ce que tu fais de ton temps libre. Est-ce que tu vas être, on va dire, productif ou contre-productif? Dans le sens où la journée, on va dire, standard de quelqu'un, ça va être se lever, aller au travail, revenir du travail, et une fois que t'es chez toi, tu fais quoi? Soit tu vas avoir des potes, peut-être boire une bière avec eux, soit tu vas traîner devant YouTube ou la télé, etc., et tu vas rien faire, quoi. Là, je prends vraiment pour quelqu'un qui est
qui est un sans visage, qui est vraiment quelqu'un qui est illusionné dans l'illusion de rien faire de mieux, etc. Qui est vraiment quelqu'un qui est un peu médiocre en fait, tout simplement. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est que notre temps libre, il soit plaisant, il soit reposant, donc qu'on puisse recharger nos batteries, mais dans un sens qui puisse nous aider sur notre projet global, tu vois. Et il va nous aider dans un sens où ce qu'on va faire de notre temps libre va nous apporter du bien-être intérieur, va nous apporter du plaisir, va nous apporter de la joie, et du coup cette joie, ton inconscient, ton petit stagiaire, il va l'assimiler, et ça va t'aider du coup à garder un bon état d'esprit positif pour aller vers ton objectif. Parce que si tu fais que des trucs de ton temps libre que t'as pas vraiment envie de faire, ça va être... Je viens de manger, c'est pour ça que je rote. Ça va être négatif, donc tu vas pas du tout aider ton processus de réussite. Mais sans parler encore de positif ou de négatif, si tu fais quelque chose de neutre, où tu es passif, comme jouer aux jeux vidéo, te branler sur du porno, ou regarder les anges de télé-réalité, ou tout ce qui se passe à la télé en fait, pratiquement tout. Il y a Sisters, il passe Kaamelott le samedi soir, c'est vraiment stylé. Non. En gros, si tu fais plein d'activités passives comme ça, où tu fais pas grand chose qui te stimule ou qui te procure du plaisir, tu vas un peu quand même régresser. Parce que quand tu es dans un truc passif, comme je viens de dire, jeux vidéo, etc., ça va te mettre de la merde dans le crâne et ton inconscient va, lui, assimiler cette merde, tu vois. Et après, t'as un peu cette réflexion qui dit, ouais, mais quand je suis chez moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de faire des efforts, j'ai pas envie de faire des choses qui me demandent de l'énergie, tu vois, j'ai envie de me reposer, normal. Et ouais, c'est normal. C'est pour ça que je te dis que de faire des trucs qui t'apportent du bien-être et de la joie. Par exemple, j'ai une pote, elle, souvent le soir, elle va peindre, parce que peindre, elle kiffe faire ça, tu vois. Et t'as l'impression que, pour toi, ça peut-être te demander des efforts, parce qu'il faut sortir les feuilles, sortir la peinture, il faut se creuser les méninges pour trouver des idées, ensuite les mettre sur le papier, etc. Mais en fait, elle, non. Pour elle, ça va être quelque chose de plaisant, ça va être quelque chose limite de méditatif, parce qu'elle va être dans sa bulle, elle va mettre sa petite musique classique, ou son opéra, ou son air de... c'est souvent de la musique classique, il me semble qu'elle met. Donc en gros, elle va mettre sa musique, elle va se mettre dans son ambiance, et elle va peindre, et vu qu'elle aime peindre, ça va pas lui demander des efforts, tu vois. Genre, elle va forcément y réfléchir, mais ça va être méditatif. Et en fait, ça va lui permettre de recharger ses batteries. Donc, et ça, t'as juste à trouver ce que t'aimes faire. Donc, t'en as plein, ils vont jouer aux jeux vidéo parce qu'ils aiment jouer aux jeux vidéo, parce que c'est du plaisir immédiat. Mais ça, c'est de la passivité. Il faut que tu trouves autre chose. Il faut que tu trouves une activité vraiment qui te procure du vrai plaisir. Et qui soit un minimum bénéfique pour toi sur le long terme. Donc t'as plein de choses, t'as tous les trucs artistiques, comme je viens de te dire, la peinture, l'écriture, tu peux lire, tu peux méditer aussi, tu peux faire du sport, tu peux juste aller te balader dehors, ça peut être sympa, tu peux juste aller te poser sur un banc. Moi j'aime bien faire ça, moi j'aime bien me poser, je me mets sur un banc, je me pose comme ça là, comme un pas d'aller. Voilà, tu vois pas, mais t'imagines bien que mes bras sont accoudés sur le banc. Et je regarde les gens, parce que j'aime bien être dans l'élan, regarder les gens passer, etc. Et c'est tout. Je fais juste ça, je me pose, je regarde, et souvent j'appelle un pote, et s'il est là, il vient, et on discute, et c'est tout. Genre, je suis pas obligé d'aller me poser dans un bar, boire 8 pintes, et pour me sentir vivant. Non, juste un banc, un pote, et puis c'est tout. Ça passe très bien. Ça me recharge autant les batteries que si t'étais, que ma pote, par exemple, qui peint, tu vois. Donc moi, par exemple, pareil, je vais peindre, là, en ce moment, t'as le droit d'avoir des passions passagères aussi. Moi, par exemple, en ce moment, je customise mes sneakers, donc j'ai acheté de la peinture, j'ai des sneakers que je suis en train de repeindre. Bref, je fais des trucs comme ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je lis, moi j'aime bien lire, j'aime bien dessiner, j'aime bien écouter de la musique aussi. Tu peux juste t'allonger dans ton lit et écouter de la musique en réfléchissant à des trucs de la vie, parler à des gens, peut-être sur ton téléphone en même temps. T'as l'impression d'être passif, mais c'est une activité que t'aimes bien faire, tu vois. La musique, c'est tant que c'est quelque chose qui te donne, qui te remplit, c'est bon. Et là tu peux me dire, ouais, mais c'est quoi la différence entre jouer aux jeux vidéo et la musique? En soi, rien, parce que t'es passif dans les deux cas, vu que écouter de la musique, tu fais rien de rien, tu fais pas grand chose, quoi. Mais en fait, la musique, t'as vraiment là, on part dans des délires un peu philosophiques, mais la musique, il y a vraiment un aspect ultra humain dans la musique. Genre, c'est vraiment quelque chose qui touche la sensibilité des gens. Donc, en gros, quand t'écoutes de la musique, t'es un peu en train d'écouter toi-même dans un écho, si tu veux. T'es en train de t'écouter dans un écho. Parce que, c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de musique, tu vois. Il y a des gens qui vont adorer l'opéra, d'autres qui vont adorer le métal, d'autres qui vont adorer le rap. Et en fait, quand tu écoutes la musique, tu t'écoutes dans l'écho qu'elle te projette. C'est pour ça que t'as plein de chansons françaises que les gens adorent, surtout quand ils sont dépressifs, parce que ça parle de problèmes, ça parle de relations amoureuses, ça parle de drama. Et les gens qui vivent ces dramas se reconnaissent dans les musiques. Du coup, ils s'écoutent
enfin ils écoutent les gens enfin ils écoutent les chanteurs raconter leur histoire. Et c'est pour ça que la musique c'est si fort, c'est parce que tu t'écoutes toi-même. Donc t'as vraiment une connexion entre la musique et l'humain, t'as vraiment un retour à soi. C'est pour ça que c'est quand même assez différent des jeux vidéo où là t'es passif et tu te projettes dans un monde. Après je dis pas. Moi souvent, c'est très relatif, mais disons une fois par mois, je vais me passer un dimanche à jouer aux jeux vidéo toute la journée parce que c'est ce que j'aurais envie de faire, tu vois. Mais là encore, c'est encore assez différent de quelqu'un qui va rentrer et tous les soirs va jouer aux jeux vidéo. Tu vois, il y a des trucs comme ça, comme la télé, comme les jeux vidéo, comme j'allais dire le porno, mais je regarde plus. Mais ce genre de trucs un peu nuisibles, que si c'est ponctuel, mais t'as le droit, tu vois. J'allais dire t'as le droit à l'erreur, mais c'est même pas une erreur. C'est juste que ponctuellement, on a tous des pulsions comme ça, on a des envies, tu vois. Genre pendant un temps, je mangeais au McDo une fois tous les 6 mois parce que j'avais une pulsion et je me disais pas, oh, je suis qu'une merde, je culpabilise, je suis vraiment nul. Je me disais, bah écoute, non. J'ai pas mangé au McDo depuis 6 mois. Là, ça fera mon premier McDo de l'année. C'est pas très grave. C'est un petit écart, tu vois. C'est comme quelqu'un qui fait un régime. Bah, il a le droit de manger un éclair au chocolat si c'est un éclair au chocolat par mois, tu vois. C'est pas très grave. Faut aussi se laisser vivre un peu, tu vois. En fait, le truc, c'est vraiment de pas tomber dans l'excès. Genre, jeux vidéo, ok. Mais il faut pas que ce soit tous les soirs, quoi. Moi, je te dis, c'est genre une après-midi dans le mois. Parce que une après-midi dans le mois, bah, j'ai vraiment envie de faire vraiment zéro effort dans ma vie. Et de me mettre dans le jeu vidéo que j'aime bien. Après, c'est des jeux vidéo que j'aime beaucoup, quoi. Genre c'est The Witcher 3, The Last of Us, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment mes 2 jeux préférés. Et c'est vraiment 2 jeux où c'est pas par exemple comme un Call of où c'est juste de la distraction. Genre dans ces 2 jeux, t'as vraiment un univers, t'as vraiment tu plonges dans un monde comme tu pourrais plonger dans un livre. Et vu que c'est bien fait dans ces jeux-là, bah ça a le même effet que dans un livre. Donc c'est encore différent que des jeux purement divertissement, purement passif, parce que j'ai vraiment l'impression d'aller dans un autre monde. Donc il y a vraiment un côté plonger dans un autre univers, s'évader, etc. Donc ça marche, quoi. Ouais, t'as compris l'idée. Et dans le point d'avant, enfin dans le point que je viens de dire à l'instant là, je te disais que tu peux aussi aller voir tes potes pour ton temps libre. Sauf que parfois il y a un problème, c'est que tes potes, ton entourage en général, il est toxique. Et là tu te dis merde, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des relations toxiques? Et là c'est un point très compliqué, très nuancé et très controversé de la plupart des gens, enfin de la plupart des coachs qui parlent de ça. On aurait tendance à dire que les relations toxiques, il faut vraiment les éviter. Moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Parfois j'ai été même seul, je me suis même retrouvé seul pendant une période de 6 mois, parce que à ce moment clé de ma vie, toutes les personnes de mon entourage étaient extrêmement toxiques. Parce que j'étais loin de chez moi, j'étais loin de mes potes d'origine, c'était des nouveaux potes, et bah t'as un temps apprivoisement, ça se doit se dire, oui. Bref, t'as un temps d'adaptation avec des nouvelles personnes, et là, bah à ce point clé, les nouvelles personnes ne m'allaient pas du tout. Donc je me suis isolé de tout pendant 6 mois. Donc cet écart, cette mise à l'isolement, faut réussir à le faire. Tu vois, tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'est pas prêt à se retrouver seul. Je sais qu'il y en a beaucoup qui projettent leurs envies et leurs besoins chez les autres et qui puisent leurs énergies chez les autres parce qu'ils ont besoin des autres pour se porter, tu vois. Donc c'est quand même vachement dur de relâcher tout le monde. Donc moi, ce que je préconise, c'est plutôt de cadrer, on va dire, tes relations toxiques. Par exemple, pendant très longtemps, mes parents, ils m'ont un peu freiné professionnellement. Pas dans le sens où ils croyaient pas en moi, mais vu que c'est tes parents, ils veulent que tu réussisses, ils veulent que tu te sentes bien, ils veulent pas que tu fasses des pressions, ils veulent pas que tu sois dans la merde, ils veulent pas que tu aies des problèmes. En gros, tes parents, ils veulent pas vraiment, ils sont un peu dans l'illusion, tes parents, ils veulent pas que tu souffres. Alors que la souffrance fait partie de la vie. Et fuir la souffrance, c'est fuir la vie. Donc ils sont un peu dans ce... Après, c'est leur rôle de parent, tu vois, de te protéger. Donc c'est complètement compréhensible. Mais... Voilà. Donc, dès que je leur parlais de mon projet, de Canapé Rouge, ben, ils me posaient plein de questions. Mais c'était pas des questions bienveillantes en mode, ok, trop bien, tu vas faire quoi ensuite? Ah, c'est trop bien, tu vas aller là, ça va être génial et tout. Non, c'était plutôt des questions liées à leur peur à eux, leur doute à eux, le fait que je me lance dans un truc nouveau, bah, ça les faisait flipper. Et du coup, toutes ces peurs, bah, ils me les envoyaient. Et vu que moi, ils ont beaucoup d'impact sur moi, mes parents, mais je les assimilais. Et bientôt, ça devenait mes peurs à moi. Donc pendant une période, j'ai été obligé de couper les ponts, professionnellement parlant, hein, je les appelais tous les jours, pas tous les jours. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ok, j'ai juste oublié de allumer la caméra. Voilà.
Du coup, voilà, je les ai appelés quand même fréquemment, mais par contre, je leur parlais jamais de boulot, quoi. Je leur parlais jamais de ce que je faisais avec Canapé Rouge. De temps en temps, je leur disais, bon, bah, j'ai vendu une formation, bon, bah, j'ai fait un coaching, bon, bah, j'ai fait ça, histoire de leur dire que j'ai de l'argent, parce que c'est beaucoup lié à l'argent, les problèmes qu'ont tes parents par rapport à leur peur. Du coup, je leur disais cash, j'ai de l'argent, vous inquiétez pas, et ils posaient plus de questions, tu vois. Donc voilà, j'ai dû me couper, enfin pas me couper, mais du coup cadrer mon type de relation avec mes parents. Et avec mes potes, pareil. Genre pareil, il y en a beaucoup. J'ai dû les supprimer parce que ils étaient toxiques, quoi. Donc il y en a plein, j'ai pas eu trop de mal à les supprimer de ma vie complètement. Et il y en a d'autres où là c'est un peu plus dur de les supprimer parce que c'est des gens que j'aime bien humainement, mais qui dans un sens sont toxiques pour moi. Du coup, ce que je fais, c'est que je les vois que ponctuellement, tu vois. Je ne vais les voir que je vais pas les voir constamment, tu vois. Je vais pas les voir tous les jours. Je vais les voir que pendant une certaine période et une certaine durée, tu vois. Je vais pas passer non plus une après-midi entière avec eux. Voilà, cadrer tes relations par rapport à ce qui t'apporte et surtout par rapport à ce qui t'enlève. Si t'enlèves beaucoup, vois-les moins que ceux qui t'enlèvent pas beaucoup. Et ceux qui t'apportent beaucoup, eux, vois-les le plus souvent possible. Parce qu'il y a un peu cette phrase qui dit qu'on est les 5 personnes de notre entourage le plus proche. C'est-à-dire que regarde avec qui tu traînes le plus, et en gros tu es la somme, tu es le mélange, tu es le gros schmilblick, le gros camoulox de ces 5 personnes-là. Donc si tu as 5 personnes toxiques, si tu as 5 personnes néfastes, si tu as 5 personnes qui te baissent, qui te rabaissent, toi tu vas être le reflet de ces 5 personnes-là. Parce qu'on marche par influence et mimétisme. Donc là, ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'on va avoir tendance à faire comme eux. Donc si tes 5 personnes autour de toi sont très négatives, tu vas toi-même commencer à devenir négatif. Et si tes personnes sont très négatives, elles vont influencer la vision que tu as de la vie, la vision que tu as de toi-même, etc. Et elles vont influencer donc tout ton processus de réussite. Donc c'est pour ça que c'est important de cadrer tes relations, et même dans une mesure un peu plus extrême, de se couper de ces relations pour pouvoir repartir sur un nouveau départ, tu vois. Et si ils te demandent, là c'est ton choix de dire ou pas pourquoi tu ne veux plus les voir. Mais dans l'idéal, c'est mieux de leur dire parce que parfois ils ont juste besoin d'une prise de conscience, tu vois. Alors moi je me rappelle un jour j'avais 19 ans et j'étais en train de boire une bière avec mes meilleurs potes qui sont toujours mes meilleurs potes d'ailleurs encore actuellement. Et d'ailleurs c'est une des raisons que je vais t'expliquer pourquoi c'est encore mes meilleurs potes, parce qu'ils ont toujours réussi à me dire les choses qu'ils aimaient pas en moi, mais sans que ça me touche, tu vois, sans attendre que ça devienne vraiment insupportable pour eux, tu vois. Et un jour on était donc en train de boire des bières et je regarde mon téléphone parce que j'avais reçu une notif d'une meuf que j'étais en train de chafouiner, et ils m'ont fait la remarque, ils m'ont fait: c'est Damien, c'est pas très poli de regarder ton téléphone, on a l'impression que tu te fais chier avec nous. Et là je leur fais: ah non, je suis en train de regarder, j'ai une notif et tout. Il fait: ouais mais là t'es avec nous, donc profite un peu d'être avec nous et tu regardes ton truc après, quoi, ou quand tu iras pisser ou quoi. Et là ça m'a fait un petit électrochoc en mode: ah ouais, en fait, ouais, carrément, tu vois. Et c'est ce genre de petit truc où là j'étais négatif et c'est mes potes qui m'ont un peu remis dans le droit chemin, si tu veux. Enfin, j'étais négatif, j'ai eu une attitude pas très correcte en public, on va dire, et c'est mes potes qui me l'ont recadré, tu vois. Et ça, c'est important d'avoir des amis qui te disent les choses. Et je vais prendre un dernier exemple pour te parler pas de mimétisme, mais plutôt d'influence. En gros, je traînais avec un groupe de personnes, il y avait 2 filles et un mec, et je traînais pas avec eux constamment, mais je traînais avec eux assez souvent dans les soirées il y a 2 ans. Et en gros, à une des soirées auxquelles ils m'avaient invité, donc on était encore tous les 4, c'était en appart. Et si tu veux, t'avais une des nanas qui était assez intelligente, mais qui d'apparence était vraiment très conne. Genre, déjà, elle était, son terme d'influence, c'était, son temps libre, par exemple, elle le passait devant les ch'tis, devant les Marseillais, devant toutes les régions de France, quoi. Elle passait vraiment devant la télé, donc déjà la télé ne l'aidait pas. Mais en fait, c'était vraiment ses potes le plus gros des problèmes, et elle s'en rendait pas compte parce que là, je lui ai déjà parlé en 1 contre 1. Et je me suis rendu compte qu'elle s'intéressait à plein de choses, de la spiritualité, de philosophie, de physique. En gros, je me suis rendu compte qu'elle était plus intelligente qu'elle ne le pensait, mais que vu que ses potes ne la laissaient pas montrer ses qualités, elle se rabaissait elle-même. Mais elle n'en avait même pas compte, elle ne se rendait même pas compte, tu vois. Et je me rappelle d'une soirée, c'était la dernière soirée que j'ai passée avec eux, où, en gros, cette nana a dit un truc, cette nana intelligente, faussement conne, dit un truc, et en fait t'as sa pote qui dit: ouais non mais toi t'es conne, comme ça. C'est vachement méchant, tu vois. Et cette nana faussement conne, elle rigole, elle fait: ouais t'as raison, je suis conne. Et du coup les 2 autres ils rigolent.
Et moi, j'ai pas du tout rigolé, quoi. J'ai fait la gueule, je fais quoi, c'est quoi ça? Et c'est clairement ça, en fait. C'est, si t'as un entourage qui te tire vers le bas constamment, ben c'est impossible pour toi tout seul, à moins d'être extrêmement courageux et justement de t'isoler. Enfin, déjà, il faut être conscient que l'autre te tire vers le bas, chose qu'elle n'avait pas du tout conscience, mais la fille n'arrivera jamais à aller vers le haut. Donc voilà, c'est vachement important à qui tu traînes, de comment les gens te traitent. Genre, tu vois, moi, mes potes, quand je fais de la merde, là, ils me le disent, mais c'est jamais vraiment méchant, c'est toujours dans une démarche bienveillante de s'améliorer. Bon, parfois, ils disent ça parce que je leur casse les couilles et du coup, ils sont énervés, mais mais tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a toujours, faut vraiment bien s'entourer. Et un truc auquel on pense pas, c'est, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire là, enfin, qui vont penser, ouais, mais moi, j'ai pas de potes vraiment, vraiment proches, genre, j'ai pas 5 potes, si tu veux. Genre, j'ai peut-être un pote ou deux, mais majoritairement, dans ma vie, je suis assez seul, tu vois. J'ai mes parents et 2 potes, tu vois. Donc, ça marche pas trop, ton truc. Sauf que, attends, comment je tourne cette phrase, moi? Ah oui, voilà. Ces 5 personnes de ton entourage, ça va aussi jouer sur l'entourage que tu te crées facticement, dans le sens, les livres que tu lis, les émissions que tu regardes, les jeux vidéo avec lesquels tu passes ton temps, ce que tu consommes comme contenu sur internet, sur YouTube, sur Facebook, etc. Tu vois. Par exemple, si tu regardes constamment une chaîne YouTube qui va parler de, je sais pas, de philosophie, et que ça fait partie des 3 plus grandes interactions avec le monde que tu as, donc les 2 autres c'est tes potes et lui c'est la 3e, tu vois, bah tu vas avoir tendance déjà à mimétiser peut-être la façon dans laquelle il parle, le gars va t'apprendre des trucs, donc tu vas construire ton esprit, et en fait c'est pour te dire que l'influence ça marche pas forcément pour les trucs physiques, tes potes physiques, mais ça marche aussi pour les gens, les influenceurs, les youtubeurs, les mecs de la télé, enfin ça marche pour toutes les influences autour de toi. Ça peut être un livre, ça peut être, c'est souvent les influences YouTube dans lesquelles je parle. En gros, si tu consommes beaucoup de contenu d'un mec, tu vas avoir tendance à mimétiser ses comportements, tu vas avoir tendance à parler comme lui, tu vas avoir tendance à merde, qu'est-ce que je veux dire? Allez Damien, on connecte. Voilà, tu vas avoir tendance à réfléchir comme lui et ses idées vont rentrer en toi parce qu'il va te proposer des idées à travers son contenu et toi tu vas les prendre ou pas. Mais si tu regardes beaucoup son contenu, bah c'est que tu as pris ses idées. Donc ce mec-là va t'influencer. Donc ce mec-là sur YouTube, bah tu peux le compter parmi les 5 personnes qui t'influencent le plus et donc tu es le mélange des 5 personnes. Donc tu es le mélange de tes potes et des influenceurs que tu suis. Moi, par exemple, je me prends comme un petit influenceur, pas du tout. Je sais qu'il y a des gens parfois qui m'envoient des messages et ils signent tout est équilibre parce qu'ils ont amagasiné mon état d'esprit, ils ont accepté ma petite phrase et ils la pratiquent un peu dans leur vie de tous les jours. Et ça fait vachement plaisir déjà pour moi, mais du coup je suis un peu influençable dans leur vie pour eux, tu vois. Et j'ai un autre exemple aussi, j'avais un pote pendant un temps. Je sais plus dans quel contexte, mais c'était toujours dans un contexte comique. Il me faisait c'est bon comme ça, tu vois. Et ça, bah, c'est un truc que Squeezie faisait dans ses vidéos à ce moment-là où il me le faisait lui, tu vois. Donc en gros, tu vois, on peut choper aussi des expressions des gens que tu suis. C'est comme tes potes, il y a toujours cet exemple que quand t'as un pote qui a un charisme, qui a un caractère très fort, s'il va avoir un tic de langage, par exemple, imagine que t'as un pote qui à chaque phrase fait c'est ça, ouais, genre je sais pas, c'est nul comme je dis, ou s'il a un rire particulier par exemple, bah tu vas avoir tendance à mimétiser le rire de ton pote. Tout ça c'est encore une question inconsciente d'être accepté dans le groupe, etc. Donc voilà, fais attention à ton entourage, qu'il soit toxique ou pas, et fais gaffe aux 5 personnes qui t'influencent le plus dans ton entourage, parce qu'une fois que tu sais cette règle, bah tu peux changer ta vie, tu peux modifier ta vie grâce à l'entourage que tu te crées. Si tu veux vraiment devenir un champion de boxe, encore une fois, bah il va falloir que tu t'entoures de gens qui, de un, pratiquent la boxe, mais surtout qui ont un bon mental et qui prennent soin de leur hygiène, que ce soit leur hygiène sportive, leur hygiène du sommeil, de l'alimentation, etc. Et peut-être même te prendre un pote, trouver un pote qui lui médite beaucoup pour qu'il te donne des tips, qu'il te fasse des petits cours gratuits avec toi, etc. Donc voilà. Donc, si t'as un objectif, essaie de t'entourer des gens qui vont t'aider à aller vers cet objectif. J'ai mal à la gorge. On entre dans le... Putain, elle va être longue cette vidéo en fait. Elle va durer presque 2 heures. Elle va durer au moins 2 heures. On entre ensuite dans la dernière partie plutôt.
c'est tout ce qui se passe en termes négatifs, et enfin c'est un peu, tu vois. Alors déjà, le premier point, c'est de savoir ce qui se passe après la réussite. Parce que c'est très important ça. On se dit, ok, je veux réussir, je veux ce point-là. Et t'as plein de gens qui, une fois qu'ils auront atteint ce point-là, après maintes efforts, ils vont avoir une espèce de période de célébration, on va dire, où ils vont être contents, ils vont peut-être, genre par exemple si t'es champion du monde, bah peut-être que le gars il aura plein de thunes du coup quand t'es champion du monde, donc peut-être qu'il va s'acheter des maisons, peut-être qu'il va voyager, peut-être qu'il va coucher avec plein de nanas, à moins qu'il ait une nana où il va partir en voyage avec cette même nana, bref il va vraiment célébrer ça. Mais après, il va avoir une espèce de descente où il va se dire ok mais c'est bien tout ça, c'est de festivité, mais là je commence à en avoir marre, il me faut un but, tu vois, il me faut autre chose. Moi, je suis encore actuellement ceinture noire de Kung Fu. Quand j'ai commencé, j'avais l'objectif de la ceinture blanche. Une fois que je l'ai eu, l'objectif de la ceinture jaune. Une fois que je l'ai eu, la rouge, ensuite la mauve, ensuite la marron, ensuite la noire. Et en fait, j'avais vraiment eu ce symbolique des couleurs, tu vois. Genre chaque couleur, ça change quelque chose, tu vois. Tu montes d'un grade. C'est visuellement, c'est impactant, tu vois. Par contre, les dan, genre première dan, troisième dan, huitième dan, etc. Ça m'a jamais stimulé, jamais intéressé. Donc ce qui s'est passé, c'est quand j'ai atteint la ceinture noire quand j'avais 16 ans, bah non, j'avais plus du tout d'objectif, j'avais plus d'intérêt, je me faisais un peu chier, tu vois. Donc j'ai projeté mon ambition sur les compétitions. Donc j'avais déjà gagné plein de compétitions avant, mais du coup je me suis dit bon maintenant je vais vraiment battre mon adversaire numéro 1, parce que j'avais un adversaire numéro 1 en compète. Donc je vais vraiment le battre à plat de couture lui. Ensuite je vais faire peut-être les compétitions d'Europe, etc. Et au final je l'ai battu à plat de couture et j'ai eu mon entrée en compétition d'Europe. Donc vraiment voir ce qui se passe après la réussite. Parce que si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas prévoir, et du coup tu risques de tomber parfois. Il y en a des gens qui tombent en burn-out ou en dépression parce qu'ils ont une sorte de perte de sens, parce qu'ils ont réussi, et cette réussite qui leur a donné l'illusion qu'une fois qu'ils auraient réussi ça, ce serait génial, ce serait la fin de l'histoire. Bah non, en fait la vie continue. Et la vie continue, et dans la vie, bah t'as besoin d'avoir un sens, t'as besoin de marcher, t'as besoin d'un but pour marcher droit, quoi, tu vois. Voilà. En fait, faut imaginer ça comme une montagne. Le pic de la montagne, faut regarder la vidéo pour ceux qui sont là. Le pic de la montagne, c'est ta réussite, c'est ton objectif, ton grand objectif, tu vois, ton but final. Et là, t'as une espèce de petite pierre qui est sur la colline. T'as ton gus qui va pousser la pierre, et une fois qu'il sera en haut, là, t'auras réussi. Sauf que c'est pas une... bon là, il y a mes doigts, donc ça fait une espèce de socle, mais en fait pas du tout. Imagine que c'est vraiment pointu comme un triangle, sauf que une fois que t'es en haut, la pierre, elle retombe de l'autre côté. Et là, c'est la descente, c'est ce qui se passe après. Et si tu calibres mal, tu vois pas la descente venir, et la descente peut faire vachement mal. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est que derrière, t'as une autre montagne que tu dois remonter à chaque fois. Et en fait, c'est qu'une succession de montagnes que tu dois monter. Et si tu ne fais pas gaffe, si tu ne vois pas l'horizon, si tu ne regardes pas derrière la première montagne, tu te rends pas compte que déjà il y a une pente qui te fait tomber, donc ça peut faire très mal, et tu te rends pas compte qu'il y a une deuxième montagne à gravir qui sera, lui, ton autre objectif. Donc t'es pas obligé d'avoir tous tes objectifs de préétablis, mais il faut d'abord quand même avoir une vision que après ton objectif, il y a un peu la descente d'objectifs qui te dit, ok, t'as réussi, c'est chouette, mais il va bientôt falloir trouver un nouveau but, tu vois. Et j'avais une autre chose à dire avec ça. Ah oui, voilà. J'ai un autre exemple. J'ai deux potes, là, ils ont fait un espèce de défi 30 jours, 30 vidéos. Donc ils l'ont réussi haut la main. Ils ont fait une vidéo par jour. Et depuis, ça fait 1 mois qu'ils n'ont pas republié une vidéo. Parce que justement, ils se sont tellement focus. Et moi, j'avais fait ce même problème. J'ai même fait... Enfin, je te dis ça après, mais j'ai fait aussi cette erreur il y a 2 ans. Je te dirai ça juste après. Et du coup, voilà, ils se sont mis à fond sur leur objectif, sur leur projet de 30 jours, 30 vidéos. Donc, ils ont atteint la montagne. Et après, vu que ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, la pierre est retombée de l'autre versant de la montagne. Et ça, ils l'ont pas vu venir. Et du coup, là, ça fait 1 mois qu'ils n'ont pas sorti de vidéo. Et ça fait 1 mois, du coup, qu'ils sont dans la descente de la vidéo. Et ça, parce qu'ils ont pas prévu la suite, tu vois. Et moi j'avais aussi un autre exemple, mon cas personnel, j'avais fait une grosse vidéo, je crois c'était pour mon défi de décembre 2017, ouais c'était ça, j'avais fait en gros un défi 1 mois sans se voir, et j'avais fait une grosse vidéo en termes de montage, pas en termes de longueur, pour justement expliquer ce défi.
Donc ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, parce que ça demandait beaucoup d'énergie, parce que c'était quelque chose de nouveau. Et une fois que j'ai sorti, j'étais très content. Sauf que j'ai mis 2 semaines ou 3 semaines avant de ressortir une vidéo, parce que j'avais pas prévu la descente, et parce que j'étais vidé d'énergie. Du coup, je me suis laissé emporter par cette espèce de descente, et pareil, comme mes potes qui l'ont fait à l'instant, j'ai pas vu le truc arriver, quoi. Donc, faut prévoir le post-réussite. Pas forcément le nouvel objectif, mais faut prévoir le post-réussite. Faire gaffe à la descente, et faire gaffe que après la réussite, il va falloir faire autre chose. Il faut être prêt à ça, tu vois. Parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est le point final, quoi, la ligne d'arrivée. En fait, non. La ligne d'arrivée, il n'y en a jamais aucune. Il n'y a jamais de ligne d'arrivée. La seule ligne d'arrivée, c'est quand tu meurs, et encore, quand t'es spirituel, il y en a plein qui croient qu'il y a une autre vie après la mort, donc tu vois, même ça, c'est pas clair, quoi. Ensuite, un truc assez spécial qui peut être assimilé à de l'échec, c'est quand ton objectif final n'a rien à voir avec ton objectif initial. En fait, quand tu entreprends une démarche de réussite, tu vas avoir une idée, comme je t'ai dit dès le début, une idée claire de ce que tu veux, mais en fait, la forme de cette idée peut changer au fil du temps. Comme je dis, moi, mon idée, c'est d'être libre, mais par contre, le moyen, c'est moi qui m'impose ce moyen, tu vois, de faire des vidéos sur YouTube. Je pourrais me lancer dans la finance, ce serait pareil, tu vois. Genre, si je sais qu'il y a un pote qui gagne pas mal bien sa vie avec des achats d'appartements, après il les fait louer, etc. Et l'immobilier, je sais que ça se vend pas mal en ce moment. Donc je pourrais choisir ce canal, tu vois, mais moi, j'ai choisi celui-là. Et en fait, il faut vraiment pas être rigide, il faut être comme un arbre. Un arbre, il y a un gros tronc qui va être le socle, qui va être en gros ta vision. Donc ça va être ton objectif clair et limpide. Et les petites branches, qui elles seront beaucoup plus molles, j'allais dire, mais c'est pas ouf comme mot, beaucoup plus souples. Ça va être toutes les opportunités, tous les moyens de t'élever. L'arbre, le tronc va lui enraciner ton idée, et ensuite il va s'élever vers le haut, donc vers la réussite. Et les branches souples, ensuite les petites feuilles, etc. Ça va être toutes les opportunités, tous les choix, toutes les nuances qui vont de faire de ta réussite quelque chose de réel. Mais il faut pas être rigide sur la vision, sur la forme que tu as de la réussite. Par exemple, moi, un de mes rêves de gosse, c'était de devenir chanteur, tu vois. Genre, je voulais devenir chanteur rock'n'roll. Et au final, là, je commence à tâter pas mal le slam. Genre, mes slams se professionnalisent de plus en plus pour ceux qui les ont suivis. Genre, mes slams que j'ai sortis là en septembre sont bien mieux, sont de bien meilleure qualité que ceux que j'ai sortis l'an dernier, tu vois. Et si je continue, je pourrais peut-être me professionnaliser là-dedans, on sait pas. C'est pas une idée encore très au point, ça. Le domaine de la chanson, c'est quand même vachement concurrentiel, donc j'y pense pas vraiment. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'avais un rêve, entre guillemets, c'était de devenir chanteur, et ce rêve, dans un sens, je l'ai accompli parce que j'ai réussi à sortir des slams, mais même si c'est pas la forme du rock que je voulais, il y a quand même un processus de création, un processus artistique, où je prends mes idées, j'en fais des textes, je les pose avec ma voix sur une instru, et ça rend bien, tu vois. Donc il y a quand même un petit côté comme ça. Bon, je me fais pas sucer en coulisses par des jeunes de 15 ans, parce que c'est un peu ce qu'on fait l'idée du rock, mais le processus créatif, qui lui est la source du désir, il est là, tu vois. Après, les filles, l'argent, la renommée, le pouvoir, ça